Servum Domine, secundum verbum tuum Magnifique, magnifique. Bah écoutez, bonsoir à tous chers amis. Bienvenue pour cette conférence sur Augustin. Ce soir, nous allons tenter de revisiter Augustin dans une conférence qui va être assez courte, due à ses problèmes technologiques. Mais merci Isaac de me soutenir psychologiquement. Mais voilà, même si il n'y a pas de problème technologique, la conférence ne sera pas trop longue, elle va durer moins d'une heure. Et elle va nous permettre de revisiter Augustin. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que, bon, vous savez qu'Augustin est quand même un auteur majeur pour le christianisme, surtout pour le catholicisme. Mais ce soir, j'aimerais adopter une démarche presque foucaldienne. Voilà, je rends hommage à Michel Foucault, puisque je vais entreprendre enfin, pour essayer de paraphraser Foucault, une archéologie intellectuelle de Saint-Augustin. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a pris Hérode ce soir? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, en fait, tout simplement, on va un peu essayer de voir comment Augustin a réécrit son passé. Et l'un des gros apports de cette conférence, ça va aussi être de faire un peu le point sur tous les grands courants intellectuels de l'Antiquité tardive qu'a connu Augustin et comment ces courants intellectuels l'ont influencé. Donc on va un peu voir en fait pourquoi Augustin est un personnage fascinant ce soir, du moins on va commencer de le voir, puisque Augustin est, comment dire, avec d'autres pères de l'Église comme Saint Jérôme, un personnage à cheval entre Antiquité, et Antiquité tardive, donc, dans un moment où l'Antiquité, enfin le monde gréco-romain se christianise, et avec, tout comme Saint Jérôme et d'autres pères grecs, des pères cappadociens notamment, il est un peu dans ce, comment dire, dans ce mouvement intellectuel où on est l'héritier de la culture païenne antique, mais en même temps on est chrétien et on a un peu ce conflit presque identitaire entre ces deux appartenances, entre d'un côté une culture philosophique héritée du paganisme et de l'autre une appartenance chrétienne et la volonté de vivre une vie chrétienne la plus pure qui soit. Et c'est pour ça que je vous avais demandé il y a de cela presque 2 mois de lire soit les Confessions, soit une grosse biographie d'Augustin pour avoir quelques éléments de repère. Je vais essayer de rappeler quelques éléments d'introduction, mais je pars du principe que vous connaissez au moins de loin qui est Augustin et pourquoi c'est un personnage intéressant. Mais je vais quand même essayer de rappeler quelques éléments majeurs. Donc voilà, Augustin, qui naît donc à Tagaste, en Afrique du Nord romaine. C'est à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie actuelle. Il naît en 354, il meurt en 430 dans sa ville d'Hippone, dont il était évêque. Il est né, donc son père s'appelait Patrice, sa mère Monique, qui a été canonisée par la suite, tout comme lui, donc Sainte Monique. Son père Patrice était plutôt un païen et sa mère, elle était une chrétienne fervente et elle a essayé, enfin tout le long de sa vie, elle a vraiment poussé Augustin à la conversion et elle a joué un rôle non négligeable dans son cheminement spirituel. Alors, il naît, on va dire, d'un point de vue ethnique, on pourrait dire qu'Augustin est un romano-berbère, puisque par sa mère, surtout Monique, on sait qu'il appartient à ce fond nord-africain, mais culturellement, il est romain. Voilà, donc ça sert à rien d'en faire une espèce d'indépendantiste amazir avant l'heure, puisqu'il s'est toujours pensé comme romain, il a écrit en latin, et il ne s'est jamais pensé autrement. Par contre, il a toujours défendu l'histoire de l'Église chrétienne en Afrique du Nord et les particularités culturelles de l'Église africaine. Donc voilà, c'est un personnage aussi très intéressant de ce point de vue-là. Quelques éléments rapidement de contexte. Donc, il suit des études, qu'on pourrait dire aujourd'hui des études de lettres, donc de grammaire, de rhétorique. Il finit par monter dans la capitale de l'Afrique du Nord romaine, à savoir Carthage. Il poursuit encore ses études dans ce qu'on pourrait appeler l'enseignement supérieur de l'époque, même si ça n'est pas le cas. Et ben voilà, il excelle dans son domaine. Il finit par devenir professeur. Il revient donc professeur dans sa province natale. Ensuite, il part à Rome où il réussit à se faire, via certains réseaux que je vais tenter de développer, il réussit à se faire introniser professeur d'université à Rome, et il essaye de se faire payer alors non pas à Rome, excusez-moi, à Milan d'abord, puis ensuite à Rome. Il va ensuite à Rome. Enfin, il effectue plusieurs voyages en Italie dans les années 383, 386, 387, et donc il devient professeur dans le supérieur à Milan, via un certain nombre de personnes de son réseau que je vais me permettre de présenter juste après, notamment des manichéens. Et si vous le savez bien, Béchamel pourra vous le rappeler en commentaire, à Milan, il fait la rencontre du grand évêque de Milan d'alors, à savoir Ambroise de Milan.
qui n'a rien à voir avec Augustin, mais ça, je vais me permettre de le développer plus en avant. Vraiment, tous les opposent d'un point de vue sociologique. Et donc, il finit par rencontrer Ambroise. Petit à petit, à Milan, il essaye. Bon, c'est compliqué d'un point de vue professionnel, puisque les jeunes aristocrates, quand on retombe sur les sophistes, hein, parce que enseigner devient, voilà, c'est une charge payante. Donc, il se fait payer pour ses leçons de grammaire et enfin de culture classique, en quelque sorte, oui, on pourrait dire de littérature, même si le terme c'est un peu galvaudé, mais vous m'avez compris, de culture classique. Augustin est un grand amoureux de Cicéron à l'origine. Et c'est assez compliqué il se retrouve face à de jeunes aristocrates milanais qui, pour certains, refusent de lui payer ses leçons. Donc Augustin, voilà, on pourrait se dire professeur d'université, la vie va être installée. En fait, non, pas du tout. C'est un peu la galère quotidienne. Sa mère le rejoint à Milan. Petit à petit, il va se créer une espèce de petit cénacle intellectuel à Milan entre Augustin, des amis qui certains sont païens, d'autres chrétiens, une espèce de cénacle intellectuel. Et c'est au cours de l'année 386 qu'en méditant dans les jardins de Cassisiacum, il va finir parce qu'en fait, il a toujours eu un rapport compliqué avec la Bible. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, sa mère l'a poussé vers le christianisme, mais lui, pendant ses jeunes années, ça ne lui parlait pas du tout. Il trouvait notamment que la Bible était un texte sans intérêt, inintéressant à lire, à décortiquer. Et selon ce qu'Augustin a écrit lui-même, en 386, c'est l'illumination dans ces jardins milanais de Cassisiacum. Il lit certains passages de Saint Paul, et là la lumière tombe. Il se dit mais en fait, mais oui c'est clair, c'est magnifique. Et il y a une espèce de conversion intellectuelle dans un premier temps, qui ensuite va culminer vers le baptême. Il retourne ensuite quelques années plus tard en Afrique du Nord. Il finit par devenir prêtre au début des années 390, puis en 395, il devient évêque. C'est une ascension dans la hiérarchie ecclésiastique assez fulgurante. Et à partir du moment où Augustin devient évêque, tout change, puisqu'il va commencer à écrire. Il va écrire des traités de théologie, des commentaires de la Bible, et surtout des réfutations. Réfutations contre les manichéens, contre plus tard les pélagiens, contre certains philosophes païens, la cité de Dieu contre les auteurs païens qui accusaient le christianisme d'être responsable de la chute de Rome. Donc il écrit ça après 410. Donc voilà, de 395 à 430, Augustin mène vraiment une vie d'intellectuel tous azimuts, écrivant sur énormément de sujets et avec une certaine virtuosité remarquable. Cependant, étant donné qu'il a beaucoup écrit, il a aussi beaucoup écrit sur lui-même. Et il a eu tendance à réécrire un peu ses jeunes années et son cheminement intellectuel. Et donc là, j'en viens à cette introduction que je vais enfin terminer, c'est que Augustin a en fait écrit lui-même sa propre vie. C'est aussi pour ça qu'Augustin est resté célèbre en Occident pendant des siècles. C'est que grâce à un de ses amis qui s'appelait Posidius, on a tous les traités d'Augustin, quasiment tous. Et il a écrit énormément. Et cet ami de Posidius, qui était aussi un évêque en Afrique du Nord, a conservé toutes les œuvres d'Augustin. Et il a lui-même écrit une biographie d'Augustin. Et c'est grâce à ce Posidius que nous avons l'immense majorité de toutes les œuvres d'Augustin. Alors pour ceux qui découvrent vraiment les études augustiniennes ce soir, c'est vraiment gigantesque. Hein. Ça tient en plusieurs bibliothèques, tout Augustin. C'est pas juste les confessions et la cité de Dieu. Hein. C'est plus épais que ça. Énormément de traités, de commentaires, comme je l'ai dit. Et donc ce soir, l'enjeu, ça va être de revisiter Augustin. Puisque, je vous l'ai dit, Augustin a beaucoup réécrit sa vie pour montrer quelque part, consciemment ou non, on ne peut pas l'accuser de procès d'intention, mais consciemment ou non, au fur et à mesure que les années passaient, il avait tendance à jeter un regard nouveau sur sa jeunesse. Et il a montré, notamment à travers les confessions, c'est pour ça que je lui ai demandé de les lire ce soir, que quelque part, sa conversion allait suivre presque un chemin logique qu'elle était prévue. Et il a donc réinterprété son passé à l'aune de cette conversion et de cette lente évolution qui l'a mené jusqu'à son statut d'évêque d'Hippone. Bref. Cependant, ceux qui ont écrit sur Augustin en Occident ont eux-mêmes de leur côté eu tendance à aller dans le sens d'Augustin. C'est-à-dire que même si beaucoup qui ont écrit sur Augustin étaient des historiens catholiques, ils ont un peu repris cette espèce de travers, c'est-à-dire d'interpréter la vie d'Augustin comme un long chemin qui, bon an mal an, allait, quoi qu'il arrive, le mener à ce statut de grand intellectuel et de grand théologien chrétien de la fin du IVe et du début du Ve siècle. Et étant donné qu'Augustin jouait un rôle fondamental dans la chrétienté latine, quelque part, c'est presque un déterminisme culturel sous-jacent
qui a influencé ces grands savants, ces philosophes, ces historiens à écrire sur Augustin suivant, comment dire, ben voilà, leur propre regard. Donc ce soir, j'arrive enfin à la fin de cette introduction, l'enjeu va être de dépoussiérer justement ce regard sur Augustin, de montrer que peut-être que les choses n'allaient pas tant de soi. Et donc l'un des enjeux, ça va être de revisiter à la fois comment Augustin a un peu réécrit sa propre vie, mais aussi de voir, et c'est pour ça qu'Augustin est un personnage fascinant selon moi, comment Augustin se situe entre culture païenne, culture chrétienne. D'un autre côté, il est l'héritier de cette culture païenne puisque ce sont ses études, sa formation intellectuelle vient de là, et de l'autre, l'aspiration à mener une vie chrétienne, et de voir comment il est un peu tributaire de ces deux héritages, et comment par moment, ces deux héritages mènent, tout comme chez Saint Jérôme, à certains moments, une espèce de crise identitaire. Donc c'est une conférence quasiment freudienne. D'ailleurs, nous allons parler de Freud au cours de cette conférence. Donc voilà, je vais essayer de ne pas fouiller en commentaire. Voilà, exactement. Rendez-nous Hippone, nous vous rendons l'agneau. Je pense qu'on va tous vous rendre l'agneau. Donc je vais vous dévoiler mon plan. Étant donné que ma batterie fuse à toute vitesse, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc dans un premier temps, je vais m'attarder sur Augustin et la culture païenne. Donc ça va être l'occasion de revenir sur la jeunesse intellectuelle d'Augustin, ses jeunes années, après ses 18 ans en quelque sorte. Ensuite, je vais m'attarder sur un sujet un peu plus subtil, Augustin et le néoplatonisme, qui sera traité de manière assez succincte, je vous rassure, puisque cette conférence est une espèce de premier jet. On pourra en faire une suite à l'occasion, puisque je ne donne que quelques éléments de réponse. Je garde quelques éléments dans ma besace pour potentiellement une partie 2. En troisième partie, on va s'attarder sur Augustin et la question de la chair, et donc voilà, le rapport à la chair, que je vais aussi traiter dans une autre partie, ne vous inquiétez pas. En quatrième partie, ça c'est pour Zach, nous allons parler de Saint Augustin et du manichéisme. Et là, vous allez voir que Augustin a été un peu hypocrite. Voilà, j'ose dire les termes, mais vous allez voir qu'il n'a pas vraiment été très gentil avec ses anciens coreligionnaires. Cinquième partie, je l'ai intitulée Freud et les poires. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire les confessions. Sixième partie, nous allons nous attarder. Elle va un peu aussi faire suite aux premières parties, puisque elle s'intitule Augustin et les philosophes de son temps. Donc là, on va un peu parler du contexte intellectuel. Quels sont un peu les auteurs qui ont ébloui le jeune Augustin alors qu'il était jeune étudiant, jeune professeur? En fait, quelles étaient un peu ses références du moment? Et vous allez voir que ces références sont très intéressantes à analyser. Et enfin, en dernière partie, je vous propose une réflexion sur comment le cheminement d'Augustin vers le christianisme a été un cheminement beaucoup plus long que lui-même n'a voulu l'écrire, en fait. Donc ça va un peu être l'occasion de revisiter quelque part une conversion qui n'a pas été aussi rapide qu'on ne le pense. C'est-à-dire que Augustin et surtout ceux qui ont écrit sur lui des siècles après ont eu tendance à voir dans l'illumination dans les jardins de Milan à Cassissiacum une espèce de point de non-retour. Et en fait, dans cette dernière partie, je vais essayer de montrer que tout ça est plus compliqué que cela, qu'au final, ça a peut-être été un point de départ, mais que la vraie conversion aura lieu des années plus tard et qu'elle se sera faite du coup sur le long terme. Euh, Il y a une question. S'est-il converti, s'est-il converti au christianisme pour éviter d'être persécuté? Alors je vais y répondre au cours de la conférence, Zach, c'est gentil de la poser, mais non, ça n'a rien à voir. Pour le coup, c'est plus un cheminement intellectuel. Il n'y a pas vraiment de rapport avec l'idée d'éviter les persécutions. Pas pour Augustin. Quelque part, on pourrait dire qu'il serait né 50 ans avant, peut-être. Et quelque part, 10 ans après, peut-être aussi. Donc, il a vraiment eu de la chance au niveau chronologique, puisque 50 ans avant sa naissance, les chrétiens en Afrique du Nord étaient persécutés. Donc, peut-être qu'il se. Bah non, du coup, il se serait pas converti en fait. Oui, non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Mais peut-être que. Ouais, 304. Ouais, il aurait pu. Techniquement, il est dans le contexte politique où ça commencerait à être bien vu de se convertir au christianisme. Beaucoup d'aristocrates se convertissaient au christianisme. Des hauts dignitaires de l'Empire étaient convertis chrétiens, mais il y avait encore des païens qui occupaient des hauts postes. Donc on n'était pas dans un climat de persécution généralisée non plus. Donc il est un peu entre deux feux, hein, mais la période, donc il se convertit selon lui en 386 dans le jardin de Cassissiacum, vous allez voir que c'est plus compliqué, mais à partir du moment où il devient évêque en 395, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de ne pas être chrétien à partir de 395. Donc, quelque part, bon timing pour Augustin. Mais très intéressant comme question, Zach. Il est vraiment. En fait, Augustin est témoin d'un monde qui commence à ne devenir. Enfin, d'une société qui commence à se christianiser. C'est-à-dire qu'avec Constantin au début du IVe siècle, c'est seulement une partie
du monde romain qui se christianise, souvent par intérêt politique, mais la masse continue d'être culturellement influencée par le paganisme. Augustin, lui, il est vraiment témoin de cette transition où l'ensemble de la société, même si tout le monde ne devient pas un fervent chrétien convaincu, tout le monde culturellement commence à devenir chrétien. Donc très intéressant comme remarque, Zach. Donc je commence. Euh, donc j'en viens maintenant à la première partie, Augustin et la culture païenne. Donc Augustin chrétien a détesté le théâtre. Il a énormément critiqué le théâtre. Et quand il est devenu évêque, Augustin a dénoncé les séductions perverses du théâtre. Mais Augustin, étudiant à Carthage, donc dans ses jeunes années frivoles, entre 370 et 372, adora le théâtre. Celui de Carthage notamment. Puisque le théâtre de Carthage, sous les Antonins, donc au IIIe siècle, n'a jamais désempli jusqu'à sa destruction sous les Vandales au Ve siècle. Donc pendant plus de 2 siècles, ça a été un théâtre extrêmement populaire, très fréquenté. Il serait trop facile de mettre en regard les virulentes critiques portées contre les arts du spectacle par Augustin après 395, donc une fois qu'il est devenu évêque, et les aveux de son affection fascinée pour les représentations publiques de sa jeunesse estudiantine. Donc là, en fait, on en vient à un point que je vous ai déjà présenté en introduction, c'est que le fait qu'Augustin accède à l'épiscopat va tout changer. C'est que Augustin, quand il va devenir évêque, mais même un peu avant, va vraiment changer sa vision du monde parce que, en tant qu'évêque, il exerce une charge et il ne peut plus défendre ce qu'il a défendu dans sa jeunesse. Puisqu'en fait, c'est aussi lié à des raisons presque pratiques, puisque même un peu avant qu'il soit évêque, il donnait des sermons, puisqu'il était prêtre, dans la grande église de Carthage. Et en fait, au même moment, il y avait des spectacles du théâtre. Et c'est quelque chose qui le frustrait, puisqu'il se sentait concurrencé dans ses sermons, dans ses prêches, par le théâtre qui déconcentrait ses fidèles. Donc c'est pour ça que certains jours de fête, il constatait avec amertume dans certains de ses sermons le fait que son public soit peu présent et que ordinairement il était vraiment présent, mais en fait son public était quasiment vide et très peu attentif puisque au même moment il y avait des spectacles de gladiateurs, il y avait des pièces de théâtre qui se jouaient au théâtre et donc il cite que la plupart de ses fidèles étaient, je cite, dispersés par un coup de vent. Donc là aussi c'est aussi lié presque à des raisons de boutique en quelque sorte. Mais d'un point de vue plus historique, les attaques qu'Augustin développe contre les spectacles en général sont à peu près les mêmes que développait Tertullien à l'aube du IIIe siècle. Donc Tertullien, l'un des grands auteurs du christianisme africain, fin du IIe, début du IIIe siècle, et pour lui, pour Tertullien, le théâtre, ce sont, je cite, manifestations honteuses, vaines, mensongères et cruelles. Ce qui le blessera par-dessus tout, et donc là j'en reviens à Augustin, c'est l'identité des publics à la fois des théâtres et des églises. Je cite. Donc là, non, oui, c'est ça en fait. Non, excusez-moi, je cite Tertullien, mais vous allez voir que ça vaut aussi pour Augustin puisque ce sont à peu près les mêmes contextes. Donc je cite Tertullien. Tu remarqueras aussi que ce sont les mêmes foules qui remplissent les églises les jours de fêtes chrétiennes et les théâtres les jours de cérémonies païennes. À savoir ces chrétiens fraîchement convertis ou tièdes, ceux qui ne répugnent même pas la critique du Dieu dont ils portent depuis peu le signe, qui semblent hésiter entre l'église et le théâtre et fréquentent l'un et l'autre en fonction des circonstances. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est encore presque des querelles de boutique. C'est-à-dire que Tertullien, dès le début du IIIe siècle, fulminait contre ces chrétiens qui, voilà, qui prétendaient, comment dire, concilier à la fois une vie de spectateur païen et une vie de chrétien fervent. Et donc pour Tertullien comme pour Augustin, ceci est une hypocrisie. Ce sont des tartuffes. Augustin, au cours de ses études à Carthage, vers l'âge de 19 ou 20 ans à peu près, s'était également pris de passion de coup pour ce fameux théâtre. Et donc là, on va un peu en revenir au sentiment, essayer de déterrer, c'est pour ça que je parlais d'archéologie intellectuelle, essayer de déterrer les sentiments du jeune Augustin. Et donc, il raconte au livre 3 des Confessions, je cite, donc voilà, excusez-moi, voilà, c'est ça. Au livre 3 des Confessions, Augustin nous raconte: j'étais ravi par le théâtre. Comment se fait-il qu'au théâtre, l'homme veuille souffrir devant le spectacle d'événements douloureux et tragiques dont pourtant il ne voudrait même pas, dont pourtant il ne voudrait pas lui-même pâtir? Cette souffrance même fait son plaisir. Qu'est-ce là sinon une étonnante folie? Donc là, c'est Confessions, livre 3, chapitre 2. Donc, Augustin, on le sait, intéressant puisqu'il fait des réflexions sur le théâtre, mais on sait par ailleurs qu'il n'avait pas lu la poétique d'Aristote, qui est un grand texte théorique de l'Antiquité qui théorise sur les arts du spectacle en général, mais aussi sur le théâtre en particulier. On sait que la seule œuvre qu'Augustin connaissait vaguement d'Aristote, c'était les catégories, dans la traduction latine de Marius Victorinus, un grand auteur de l'Antiquité tardive.
Mais même sans avoir lu euh, la poétique d'Aristote, Augustin avait déjà saisi la spécificité du théâtre comme lieu de purgation des passions, un thème que Aristote développe dans la poétique. Je cite Aristote, par la piété, par la terreur, la tragédie réalise la purgation de telles passions. Poétique, chapitre 6. Augustin ajoute qu'à cette époque, celle de ses études, donc en 369-370, par opposition au temps présent de la rédaction des Confessions, qui sont rédigées 30 ans plus tard, hein, donc 30 ans après ses 20 ans, il rédige les Confessions, à peu près vers l'an 400. Tout est différent. Hein. Donc on va encore citer une fois Augustin, où il évoque sa communion avec les personnages du théâtre. Je cite, au cours de représentations théâtrales, je partageais les joies des amants dans leurs jouissances coupables, quelque imaginaire que fut leur action dans les jeux de scène. Il ajoute, je cite encore une fois, quand ils se séparaient, j'éprouvais par une forme de compassion de la tristesse. Ces deux sentiments me ravissaient. Donc là, en fait, voilà, on voit qu'Augustin a très bien compris comment fonctionnait le théâtre et pourquoi le théâtre marchait, en fait. C'est que c'est un lieu de, comment dire, de projection de ses propres passions. Mais plutôt que de s'en purger, Augustin chrétien va chercher à refouler ces espèces de passions qu'il avait dans sa jeunesse. Et donc là, ça constitue une différence de nature fondamentale entre la vision de l'homme par un grec de l'époque classique, celle que Augustin avait quand il était jeune, quand il voyait le théâtre, et celle d'un chrétien de l'Antiquité tardive, celle qu'Augustin avait quand il était évêque d'Hippone. Mais ce refoulement ne fut pas total, puisque les confessions sont à leur manière une catharsis, puisque Augustin, en écrivant les confessions, ça lui permet quelque part d'expurger toutes ses erreurs de jeunesse quelque part. Donc quand Augustin parle de la purgation des âmes, c'est presque à double sens. Il parle quelque part aussi de sa propre ambition littéraire avec les confessions, qui sont une manière de purifier son âme également. J'en viens maintenant à un autre point, celui de la question des éloges et des panégyriques. Alors j'ai vraiment peu de batterie, donc je vais essayer de tout donner. Augustin, arrivé en Italie, comme je vous l'ai dit, donc il a été intronisé professeur d'une université à Milan, il s'était retrouvé dans l'obligation, en accord avec ses nouvelles fonctions, donc il n'est pas encore chrétien à cette époque-là, il s'était retrouvé dans l'obligation de prononcer l'éloge d'un dénommé Flavius Botho. Et ce Flavius Botho était un militaire de haut rang qui venait d'être nommé consul le 1er janvier 385. Et c'est à cette occasion qu'Augustin devait prononcer son éloge. Or, Botho, ça n'était pas n'importe qui. C'était un soldat, mais aussi un franc, donc de la tribu des Francs, de très noble famille, qui servait dans l'armée romaine depuis la bataille d'Andrinople de 378, qui avait été une catastrophe militaire pour les Romains. Et donc Augustin se devait d'aborder dans son panégyrique. Donc panégyrique, c'est quand on fait l'éloge d'un personnage de haut rang. Pensez au panégyrique de Trajan par Pline l'Ancien, par Pline le Jeune, pardon, excusez-moi. Et donc dans ce panégyrique, il se devait d'aborder les thèmes propres à la personnalité de ce fameux Botho, à savoir sa gloire militaire, son allégeance et quelque part le thème de la fidélité des barbares à l'Empire, puisque Botho était un franc. Et à quel point ces militaires participaient à la protection de l'Empire contre les Goths, enfin les Goths, si vous voulez, enfin les Goths, je veux dire les Goths plutôt, qui étaient donc ces barbares qui harcelaient l'Empire sur ses frontières. Et donc, on mesure un peu l'étrangeté de ce thème pour un Augustin, puisque Augustin n'a jamais vraiment été un belliciste, ni même, il n'a jamais été militaire, il n'a jamais vraiment été intéressé par le fait militaire, et il était très peu au fait de la politique impériale en rapport avec les étrangers. Pour lui, c'était vraiment un autre monde. Mais c'est pas tout, puisque Botho était un païen. Et le fait gêne, puisque énormément d'historiens qui se sont penchés sur Augustin ont eu tendance à un peu mettre ce fait sous le tapis. Mais je rappelle, on est en 385, Augustin n'est pas encore converti officiellement. Mais il est impossible de passer à la trappe ce constat en fait. Un prince chrétien, puisqu'on est en 385 et ce sont, c'est plus Théodose, mais c'est ou si ça doit être Théodose, bref. Donc un prince chrétien qui dirigeait l'empire, n'hésitez pas à nommer un consul païen. Cela se passait dans la ville de Saint-Ambroise, qui était évêque de Milan à cette époque-là, et c'est Augustin qui prononce l'éloge de ce consul païen. Donc c'est aussi pour ça que je trouve Augustin fascinant, c'est-à-dire qu'il évolue dans ce monde de l'Antiquité tardive où se mêlent culture païenne, identité polythéiste, culture chrétienne, politique impériale, barbare, et tout ceci est un peu mélangé. Et c'est ce monde un peu foisonnant de l'Antiquité tardive qui a vu naître Augustin, en fait. C'est aussi pour ça que c'est un personnage fascinant. Bref. Botho, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il a aussi eu un fils qui a joué un rôle décisif dans le conflit entre Théodose et Eugène, qui était un usurpateur qui avait essayé de prendre le pli sur Théodose, qui était l'empereur chrétien du moment. L'empereur chrétien qui a d'ailleurs été celui
qui a été le premier comment dire, à préparer des lois extrêmement dures à l'encontre des païens, qui a ordonné la fermeture des temples païens, voire leur destruction pour certains. Bref, donc j'en viens à ceci. Donc toutes ces références prouvent qu'à Milan, en 384-385, personne n'ignorait qu'Augustin, qui était un professeur d'université assez renommé, enfin qui avait réussi à se faire un nom dans les réseaux on va dire des intellectuels de l'époque, personne n'ignorait qu'Augustin collaborait avec un pouvoir qui non seulement considérait l'entente avec les barbares comme un fait nécessaire, puisqu'il y avait un franc qui était un général, mais qui nommait encore au plus prestigieux des postes un général de sang royal et qui plus est païen. Et Botho, en plus de tout cela, était un proche de Symaque, qui était un très grand païen de l'époque, qui avait vraiment des fonctions très, très importantes à la cour. Donc, comment on pourrait imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Augustin, que le grand auteur des Confessions, l'évêque d'Hippone, à ce moment-là, écrivait des panégyriques pour un franc qui était au service de l'Empire et qui plus est était un païen. Et le tout au service d'un empereur chrétien, je le rappelle. Donc, c'est aussi pour ça qu'Augustin est fascinant. Et en fait, ses mémoires, donc à la manière dont Augustin a revisité sa vie, donc ses mémoires, littéralement ses souvenirs, sont un véritable champ de bataille, où Augustin est constamment aux prises avec lui-même, aux prises avec son passé. Et en fait, le but de ses aveux, donc sur toutes ses confessions, c'est presque, ça n'est pas vraiment de résoudre un conflit d'identité qui appartient au passé, c'est plutôt de dissimuler la violence qu'il a eue à, à évoluer. Et l'écriture d'Augustin, en quelque sorte, on pourrait dire que dans les confessions, elle arrondit un peu les angles, et qu'elle polit les aspérités. C'est pour ça que ce genre de, en fait, on est un peu obligé de comparer avec d'autres œuvres d'Augustin et d'autres renseignements extérieurs, parce que il ne dit pas il ne dévoile pas le pot au rose, c'est-à-dire il ne va pas forcément tout dire. Il va reconnaître ses erreurs, ses fréquentations, mais il va un peu les raconter avec 30 ans 30 ans qui se sont écoulés entre les événements, et donc il va un peu transformer sa vision. Donc, en cette année 385, Augustin est en Italie à Milan. De temps en temps, il fait quelques voyages à Rome. La voie que suit Augustin n'est autre que, je cite Augustin, la large avenue du siècle. Confession, livre 6, chapitre 8. Qu'est-ce qu'il désigne par la large avenue du siècle, c'est-à-dire la voie des ambitions et des satisfactions d'amour-propre. Et en fait, Augustin a cherché à atténuer la culpabilité qui l'habite au moment de se remémorer justement son année glorieuse à Milan. Donc Augustin, pour un peu contrebalancer cette recherche de gloire qui l'a amené à rédiger un panégyrique pour quelqu'un de très haut placé dans les milieux impériaux, il va un peu revisiter sa vie en se dépeignant lui-même comme quelqu'un d'assez malheureux à Milan. Mais en fait, la preuve qu'il écrivait un panégyrique prouve un peu le contraire, puisqu'il était au fait de sa gloire et que pour lui, la rhétorique, la culture littéraire, l'intelligence de l'argumentation, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de sa personne. Augustin, il avoue quand même par certains moments, il avoue lui-même baie d'espérance devant les honneurs qui lui sont promis s'il brille dans ses prestations publiques. Et ces prestations publiques passent notamment par l'écriture de ce fameux panégyrique. Outre les honneurs, puisque les honneurs c'est quelque chose, tout ceci lui permet d'entrevoir des profits matériels, notamment un mariage que sa mère cherche à lui arranger au mieux. Donc Monique a vraiment des volontés matrimoniales très fortes pour son fils. Elle cherche à lui arranger un mariage avec un parti de haut niveau en quelque sorte, qui permettra à son fils d'avoir une place importante dans l'administration. Bref, j'en viens maintenant à Augustin et le néoplatonisme et je vais être beaucoup plus court, puisque c'est un thème extrêmement large et je ne fais ici que l'introduire. Ça n'est pas vraiment dans les confessions qu'on peut trouver des indices sur les préoccupations intellectuelles d'Augustin lorsqu'il arrive à Rome et plus tard à Milan. C'est dans le traité des Beata Vita sur la vie heureuse. Ce traité a été écrit en 386 et il donne un témoignage sur l'arrivée d'Augustin en 384, donc en Italie. Ce sont les académiciens qui l'occupent, et non pas Platon et les platoniciens, mais les philosophes de la Nouvelle Académie, qu'il ne faut pas confondre avec les néoplatoniciens du IIIe siècle. Donc c'est un autre courant de pensée. Et ce qui a marqué Augustin, c'est vraiment le grand ouvrage de Cicéron, dont le titre est Académique, qui a été écrit en 45 de notre ère. De notre ère, excusez-moi. Oui, c'est ça, de notre ère, l'année de la mort de la fille de Cicéron. Et en fait, Cicéron s'était rendu compte que, faute de parvenir à ces certitudes, le sage devait préférer, en certaines circonstances, la suspension pure et simple du jugement
Et tout ceci lui avait attiré des railleries de la part de ses opposants, puisque de son vivant, Cicéron était énormément, comment dire, critiqué. Bref. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Augustin a trouvé dans les académiques, donc dans Cicéron, qui a vraiment été une de ses grosses références hein, tout au long de sa vie, je cite Augustin, il a trouvé dans les académiques un antidote au dogmatisme manichéen qui lui permet de s'éloigner en douceur de la secte. Voilà, on commence à voir que tout ceci est lié en fait entre philosophie, christianisme et manichéisme, tout, quelque part, tout fait sens. Je cite encore une fois Augustin, il me vint même à l'esprit que les philosophes dits académiciens avaient été plus sages que les autres en soutenant qu'il faut douter de tout et que l'homme n'est capable d'aucune vérité. Donc voilà. Là, c'est un peu, ça nous permet de voir que, donc là, c'est un extrait des Confessions, livre 5, qu'Augustin, en 384, quelque part, il est encore en pleine phase de fermentation intellectuelle. Il ne sait pas vraiment à qui se fier et que la lecture de Cicéron va lui permettre de faire un peu de table rase et de, quelque part, via quelques éléments de maïeutique, de déconstruire un peu les systèmes intellectuels dans lesquels il était un peu empêtré. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai vraiment très peu de batterie. J'en viens maintenant à la question de la chair. Normalement, ça devrait le faire. Donc, à l'âge de 30 ans, en Italie, il avouera à son cher Alypius. Donc, Alypius est un ami d'Augustin. Il réfléchissait à un modèle de chasteté. Et en fait, pour Augustin, Alypius, qui était son grand ami, était vraiment un modèle de chasteté parfait. Et donc, on va donner la parole à Augustin pendant un long passage. Alypius m'interdisait de me marier et me chantait sur tous les tons qu'il serait absolument impossible pour nous, si je me mariais, de vivre tranquillement pour étudier dans la passion de la connaissance, comme nous le souhaitions depuis longtemps. En ses affaires, il était lui-même jusque-là dans une chasteté à toute épreuve. C'était assez étonnant parce qu'il avait, pour le moins, fait l'expérience de l'acte sexuel quand il était jeune adolescent. Mais il ne s'y était pas habitué, il le regrettait même et en éprouvait du mépris. Depuis, il vivait dans la plus parfaite abstinence. Mais moi, je m'opposais à lui, m'appuyant sur l'exemple d'hommes mariés qui avaient pu pratiquer la sagesse bien méritée de Dieu et conserver et chérir leurs amis. J'étais pour ma part bien éloigné d'une telle grandeur d'âme. Esclave et malade de la chair, je traînais ma chaîne avec une jouissance morbide et je craignais de la voir se rompre. Et comme si l'on venait s'appuyer sur ma blessure, je repoussais les bons conseils qui auraient pu m'apporter une libération. Il y a pire, le serpent, par ma bouche, parlait aussi à Alypius et lui tendait des pièges par l'entremise de ma voix, en une entreprise de séduction pour le faire trébucher, lui l'honnêteté et la liberté même. Confession, livre 6. Donc j'en viens, je le lis très rapidement parce que je n'ai pas le temps de tout refaire, mais c'est que Augustin, je pars du principe que vous avez fait le travail que je vous ai demandé, vous connaissez un peu Augustin. Augustin a eu une compagne pendant très longtemps. Même quand il était en Italie, cette compagne était là. Monique, la mère d'Augustin, détestait cette compagne et il a eu un fils, Adéodate, avec cette compagne dont on ne connaît malheureusement pas le nom. Et Augustin n'a jamais écrit son nom dans aucune de ses œuvres, mais à chaque fois qu'il en parle, on sent qu'il y a de très lourds souvenirs qui remontent. Il y a une espèce de traumatisme de cette compagne qui est morte à son retour d'Afrique, juste avant qu'Augustin commence à devenir prêtre, puis bien des années après cela évêque. Et à chaque fois qu'il aborde cette compagne sans citer son nom, c'est extrêmement douloureux pour lui. Et il a eu un fils de cette compagne, Adéodate, littéralement donné de Dieu, un don de Dieu, qui lui-même est également mort, mais qui a suivi Augustin dans son parcours intellectuel, qui, comme lui, est devenu chrétien. Augustin était fier de son fils. Quand il parle de lui, il dit qu'il avait vraiment des dons intellectuels très, très précoces pour son âge. Et malheureusement, il est lui aussi mort dans sa 15e ou 16e année, quand Augustin commençait à peine à entamer son parcours chrétien. Donc voilà, petit rappel important. Merci de te mutronner, s'il te plaît. Donc j'en viens maintenant à la quatrième partie, la plus importante, la plus fascinante. Et je vais tout donner avec ma batterie. Augustin et le manichéisme. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans une précédente conférence sur le manichéisme, et comme vous le savez sans doute déjà si j'ai bien fait mon travail, Augustin a été manichéen pendant une grande partie de sa vie. Environ une dizaine d'années, presque 9 ans quasiment, enfin environ 9 ans. De ses 19 à 29 ans à peu près. Il a été auditeur manichéen. Alors je vais le rappeler très brièvement, auditeur ça veut dire qu'il n'est pas astreint à l'ascèse des élus manichéens, ça veut dire qu'il est intéressé par leur doctrine. Et donc, il les écoute religieusement et qu'il participe à la vie communautaire manichéenne, mais sans trop s'inscrire. Mais on sait qu'il allait vraiment écouter les élus manichéens prêcher et qu'il les suivait, qu'il était en contact avec énormément d'intellectuels manichéens. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Au-delà de ces questions doctrinales, on va surtout aborder les liens individuels et même professionnels qu'Augustin entretenait avec certains manichéens.
C'est ce que je voulais vous dire. Donc je vais pas je vais comment dire? Je vais évoquer assez brièvement les accusations qu'Augustin a pu porter contre le manichéisme. Je vais en fait les évoquer que très brièvement, voire pas du tout. Je vais surtout me concentrer sur les questions professionnelles. Donc Augustin va devenir petit à petit auditeur manichéen à Carthage dès 373, puis un membre à part entière qui va vraiment s'impliquer dans la secte manichéenne. Des années durant, il va suivre les assemblées des prières manichéennes, le visage tourné face au soleil. Il va écouter les lectures, comme l'Épître du fondement, qui est un texte manichéen, et d'autres textes du prophète Mani, le fondateur de la secte manichéenne. Il va respecter leurs règles de vie. Donc cette secte, comme vous le savez, enseignait le refus des plaisirs charnels et elle recommandait en outre de ne posséder qu'une seule femme pour les simples auditeurs. Et Augustin, à cette époque-là, a eu son fils. En fait. Son fils est né, et donc, mais il est né en fait avant qu'Augustin entre dans la secte. Et une fois qu'Augustin va rentrer dans la secte, il n'aura plus aucun enfant. Ce sera vraiment son seul enfant. Mais une fois qu'Augustin sera entré dans la secte manichéenne, il va essayer d'éviter tout rapport charnel pendant la période où sa femme peut être fécondée, car le manichéisme interdisait la procréation. C'était vraiment très mal vu, puisque ça reproduisait la matière. Et c'est ce qu'explique Augustin dans un pamphlet intitulé, je cite, Des mœurs de l'Église catholique et des mœurs des manichéens, qui date de 388-389, donc après la rupture d'Augustin avec les manichéens, et dans laquelle il va commencer à les critiquer gentiment. Et il va comparer la morale des manichéens à la morale chrétienne. Je cite Augustin. N'est-ce pas vous qui nous répétiez sans cesse, donc là c'est Augustin qui parle un peu à son passé, hein, n'est-ce pas vous qui nous répétiez sans cesse de bien observer, dans la mesure du possible, la période pendant laquelle la femme, après la purification de ses organes génitaux, devient apte à concevoir, et de nous abstenir pendant cette période de toute relation avec elle, afin de ne pas provoquer l'incarnation d'une âme, donc la naissance d'un enfant. Il s'ensuit que vous estimez qu'une épouse est faite non pas pour avoir des enfants, mais pour assouvir le désir. Or, si les noces unissent un homme et une femme, c'est, comme les contrats nuptiaux le spécifient, pour engendrer des enfants. En fait, c'est que Augustin, il critique un peu certains manichéens pour qui l'interdiction de procréer des enfants, c'était presque un appel indirect à la luxure, en fait, puisque interdiction d'avoir des rapports sexuels quand la femme est féconde, mais quelque part, ça rendait possible pour les simples auditeurs l'assouvissement de passions qu'Augustin va juger a posteriori comme licencieuses. Je vais dire ça comme ça. En fait, c'est surtout qu'Augustin s'est rendu compte que les manichéens, comme n'importe quelle religion, étaient composés d'individus vraiment à cheval sur la doctrine et vraiment inspirés, et d'autres, comme dans toute religion, pensez à des prêtres catholiques ou orthodoxes qui ont des harems de femmes. Il est tombé sur des individus qui également, étaient dans faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Donc il a compris que certains dignitaires de la secte manichéenne n'appliquaient pas à eux-mêmes les contraintes qu'ils imposaient aux autres. Et il va s'efforcer plus tard, une fois qu'il sera devenu chrétien, de dénoncer les superstitions des manichéens et je cite encore une fois Augustin, cet extérieur de continence que certains élus manichéens prêchaient. Et du temps de son séjour à Carthage, il va considérer la continence totale comme quelque chose de bon en soi. Donc il va vraiment un peu revenir sur son passé. Il va vraiment faire table rase. Je cite encore une fois. Ah non, excusez-moi, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que 10 ans après, donc une fois qu'il sera revenu à Carthage, mais qu'il ne sera plus manichéen, il va quand même considérer que malgré ça, l'idéal manichéen, mais sans forcément la sociomanichéisme, mais l'idéal de la continence, est quelque chose de bon en soi. Et si vous connaissez Augustin, vous savez que l'obsession de la question de la chair et de la continence, c'est quelque chose qu'il a travaillé toute sa vie, déjà avec ses liens avec les manichéens, mais le fait aussi d'avoir eu une compagne pendant des années et d'avoir eu un enfant, et d'avoir pendant sa jeunesse été un peu frivole, même très frivole. Donc je cite encore une fois Augustin qui va encore une fois nous parler de cet idéal de continence. Je cite, moi, un misérable adolescent, donc là, il parle de lui étant jeune, misérable au seuil même de l'adolescence, j'avais été jusqu'à te demander la chasteté et je t'avais dit, donne-moi la chasteté et la continence, mais épargne-les-moi pour l'instant. Je craignais de fait que tu ne m'exauces trop tôt et que tu ne me guérisses trop tôt de ma concupiscence maladive que je préférais assouvir plutôt qu'éteindre, pardon. Donc, Confession, livre 8. Donc là, c'est un peu Augustin qui parle à Dieu, hein, vous avez bien compris. Et donc, pour Augustin, les manichéens n'étaient pas aussi chastes qu'ils le prétendaient. Et au-delà de cette question de la continence et des mœurs sexuelles, il dénonce aussi d'autres normes. C'est-à-dire qu'il voyait des élus manichéens se rendre au théâtre,
fréquenter les thermes et même manger de la viande. Et dans le manichéisme, l'idéal, c'est quand même l'ascèse, donc le théâtre est quand même assez mal vu. Les thermes, bon, je sais pas si les thermes, parce que les thermes, ça n'est pas juste pour se laver, c'était vraiment des lieux d'aisance, où on pouvait manger, entretenir des banquets. Ce n'était pas uniquement pour les soins balnéaires en quelque sorte. C'était vraiment un lieu de vie assez fastueux. Et la viande était interdite pour les élus manichéens. Et donc Augustin nous dénonce des manichéens qui font l'inverse de ce qu'il prêche. Et donc Augustin chrétien et Augustin évêque va se moquer de toutes ces, comment dire, de tous ces écarts à la norme qu'il a pu constater chez certains manichéens. Par exemple, il cite pour s'en moquer avoir surpris lui-même 3 élus manichéens siffler grossièrement des femmes de mœurs légères qui passaient par là. Donc là, ce sont des élus manichéens qui se comportent comme des racailles en sifflant des femmes nonchalantes. Hein, voilà. Donc, il lui-même, je cite encore une fois, enfin, je paraphrase Augustin, il lui-même vend une tentative de viol la nuit de la fête des veilles, d'adultère encore, donc encore une fois des viols et des adultères, de rumeurs enfin qui bruissaient au sujet d'un élu manichéen qui serait devenu père malgré l'interdiction formelle de la secte d'enfanter. Donc un élu manichéen, qui est l'équivalent d'un prêtre, qui n'a surtout pas le droit dans sa doctrine théologique d'avoir des enfants, qui serait devenu père malgré lui. Donc mêlé à ça, au manichéen qui allait au théâtre, Augustin, une fois qu'il aura retourné sa veste, va s'en donner à cœur joie. Il a dénoncé en fait des tonnes de scandales dans son fameux traité qui s'intitule tout simplement Contre les manichéens. Il y a aussi un autre traité qui est un commentaire de la Genèse, mais qui est aussi un commentaire de la Genèse pour montrer aux manichéens qu'il n'y a pas de démiurge. Mais ça, je ne vais pas trop l'évoquer ici. Il a... Mais malgré ça, excusez-moi, c'est en rapport avec les problèmes techniques, mais ça devrait le faire. Je devrais pouvoir terminer. Malgré ça, il entretenait des liens intellectuels très forts, très assidus, pendant ces années 382-383, donc avant sa conversion, avant son départ pour l'Italie. Et en fait, il était très proche, dans cette période-là où il était encore proche des manichéens, de l'évêque manichéen Faust de Milève. Donc Milève, c'est l'actuelle Mila, c'est une ville en Numidie. Donc elle est toujours en Afrique du Nord. Et cet évêque manichéen, pour vous montrer qu'en fait, le monde était vraiment interconnecté à l'époque, il y avait pas vraiment d'identité fixe. Parce que cet évêque manichéen était un grand érudit, qui avait une grande culture littéraire païenne, et Augustin adorait discuter avec lui, et c'est cette érudition-là qui l'a vraiment séduit chez lui. Mais malgré ça, Augustin voilà, commençait à être un peu déçu des manichéens. Malgré ça, on trouve des informations intéressantes sur la vie d'Augustin manichéen. On apprend qu'il a trouvé à de nombreuses reprises, pardon, qu'il a trouvé refuge auprès d'amis manichéens, mais que, tout en profitant de l'aide matérielle bienvenue de son hôte, donc Constantius, qui était un manichéen, il a tenté dans ses conversations de le détourner de cette hérésie. Donc, pile dans ces années 383-384, où Augustin commence à prendre ses distances philosophiques avec le manichéisme. Néanmoins, ça c'est Augustin qui nous lit dans les Confessions. C'est un peu une affirmation enjolivée, parce qu'il est resté manichéen pendant l'année scolaire 383-384. Et certains indices montrent qu'il continuait à cette époque-là d'entretenir avec la secte d'excellentes relations. Et d'où viennent ces indices? Eh ben, de passage des Confessions, mais dans d'autres chapitres. Je cite Augustin, Confession chapitre 5, je fréquentais encore leurs élus, mais déjà je n'avais plus l'espoir de pouvoir progresser dans cette doctrine, et à défaut de trouver mieux, j'avais pris le parti de m'en contenter, mais je m'y tenais avec plus de distance et d'indifférence. Il me vint même à l'idée que les philosophes que l'on appelle les académiciens avaient été les plus avisés, en soutenant qu'il faut douter de tout et en décidant qu'aucune vérité n'est accessible à l'homme. Tel était, pensais-je, sans hésiter, me conformant à l'opinion commune, leur doctrine, dont alors je ne comprenais pas encore les intentions. Je ne me suis pas privé d'ébranler la trop grande confiance que plaçait mon hôte, je le voyais dans les fables qui remplissent les livres manichéens. Je conservais pourtant avec eux des liens d'amitié plus cordiaux qu'avec ceux qui ne partageaient pas cette hérésie. Donc il montre quand même que malgré tout, les manichéens restaient des interlocuteurs privilégiés pour Augustin. Alors là, je vais passer très très vite parce que j'ai peu de temps, que la connexion défile, la batterie défile à vue d'œil, mais je devrais pouvoir terminer et répondre à quelques questions. Je vais aborder très brièvement le passage des poires. Donc, je vais même l'aborder que très brièvement en fait. C'est-à-dire qu'il y a un fameux passage dans les Confessions. Si vous avez bien fait vos devoirs, vous savez qu'à un moment, lorsqu'il parle un peu de sa jeunesse débauchée, Augustin parle de ses
de ses bêtises dans la campagne nord-africaine ou avec des amis adolescents et des confrères de lycée ou d'université, il allait voler les poires dans certains vergers et ce vol, il le retranscrit dans les confessions et il en développe à partir de ça toute une réflexion sur la culpabilité et ça lui permet de développer un peu des conceptions de culpabilité chrétienne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour Augustin, c'était le vol en lui-même qui était intéressant. C'est-à-dire qu'il ne volait pas les poires pour les manger, mais c'était presque un vol pour voler. Et ça lui permet de développer toute une réflexion sur le mal en soi, ce qui est assez intéressant. Et cet épisode a été repris par Freud, qui en a fait presque un pivot également de son analyse sur la culpabilité. On voit que Freud a repris aussi Augustin, et il a aussi repris chez Augustin des éléments très importants en ce qui concerne la libido. Parce que comme je vous l'ai dit, Augustin a toujours eu des complications avec la chair. Je pense que vous l'avez compris. Donc je vais lire du coup Augustin qui évoque cette question de la libido et du mouvement de la chair. Je cite Augustin. À notre gré, nous mettons en mouvement non seulement les membres articulés grâce à des os rigides, comme les mains, les pieds ou les doigts, mais aussi ceux qui ne sont que mous et nerveux. Nous les mouvons comme nous le voulons en les agitant, nous les allongeons en les étirant, nous les fléchissons en les repliant, nous les durcissons en les contractant. Je poursuis un peu mon enquête, mais je pense que vous avez compris dans quel terrain on s'avance. C'est pour ça que je vais me dépêcher parce que là, je pense que la batterie de mon téléphone veut empêcher que je dévoile la vérité. Alors qu'il a 15 ans, on va encore une fois se baser sur les confessions, Augustin doit interrompre ses études secondaires en raison de difficultés financières, parce qu'il n'est pas issu d'une famille très fortunée. Il est rappelé de Mador, la ville où il effectuait ses études, pour retourner chez ses parents à Tagaste. Et donc, au cours de ce séjour, c'est vraiment une régression pour Augustin, puisqu'il perd tous ses contacts intellectuels, toute sa stimulation intellectuelle, tous ses amis étudiants et professeurs. Donc, il vit un peu une régression au sens psychanalytique du terme. Il perd ces objets qui faisaient son désir de sa jeunesse un peu estudiantine. Et donc, il tourne sa convoitise sur lui-même. Les parfums féminins qui flottaient dans les rues de Mador se dissipent, donc puisqu'il était un peu coquin quand il était à Mador, pour faire place à une espèce d'auto-érotisation. Je cite les confessions. Alors, donc il parle un peu de cet épisode où il rentre chez ses parents. Alors les ronces de la sensualité s'élevèrent au-dessus de ma tête. Et on a une scène autobiographique qui vient corroborer notre propos, puisque le père d'Augustin, Patricius en latin, vint un jour chercher son fils qui était au terme. Il surprend Augustin qui n'avait pas eu le temps de se rhabiller dans une position assez gênante. Je cite. Dès que ce père m'aperçut au bain dans ma virilité naissante et dans mon vêtement d'inquiète adolescence, comme si déjà la perspective d'avoir des petits-enfants le transportait, tout joyeux, il annonça à ma mère. Et donc, d'autres passages montrent clairement la dimension sexuelle de cet épisode où Augustin se fait surprendre par son père au terme. Et donc, Monique, elle ne partage pas du tout l'enthousiasme de son mari Patricius vis-à-vis de ce qui est arrivé au terme. Et on sait que Monique était une fervente chrétienne, à l'inverse de son mari. Et donc, cet épisode, en fait, on peut l'interpréter différemment au-delà du fait qu'Augustin découvre sa puberté. Certains y ont vu d'autres choses. Je ne vais pas, dévoiler ce que vous avez compris, mais je pense que vous avez compris. C'est pas au-delà d'une découverte que son fils était susceptible d'avoir des enfants puisqu'il était pubère. Il y avait peut-être autre chose qui a été découvert dans cet incident assez gênant qu'Augustin nous retransmet. Mais je ne vais pas être vulgaire puisque je pense que vous m'avez compris. Je vais essayer de conclure assez brièvement, mais vraiment, il me reste quelques pourcentages de batterie, je vais tout donner. Augustin, lorsqu'il a été étudiant à Carthage, a été fasciné par les philosophes païens de son époque. Là, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant à ce stade de notre réflexion. On sait qu'il a lu les œuvres de tous les grands philosophes de cette époque-là et que, après, toute son évolution intellectuelle, lorsqu'il arrive à Carthage pour ses études supérieures, c'est vraiment, il découvre énormément de choses et c'est un goût pour la philosophie païenne qu'il va continuer de développer même une fois en Italie. Donc on a par exemple un texte d'Augustin, le premier qu'il a rédigé dans sa longue carrière de philosophe, en 381, qui est hélas entièrement perdu. Mais cependant, on en sait assez sur son contenu pour un peu extrapoler ce dont il était question. Puisque Augustin l'évoque lui-même de manière assez sibylline dans les Confessions.
Et ce texte, comment dire, le simple fait qu'Augustin en parle sans donner ce texte et sans le fait qu'il nous soit parvenu, ça montre que même Augustin chrétien attachait une certaine importance à ce traité qu'il avait lui-même rédigé. Le chapitre 24 du livre 4 des Confessions permet en effet de reconstituer assez précisément les thèses de l'ouvrage d'Augustin, un ouvrage qu'Augustin rédige en 380-381, alors qu'il est encore philosophe, balançant entre philosophe influencé par Cicéron, la Nouvelle Académie, et vaguement manichéen qui commence à rompre. Donc Augustin avait beau vouloir renier son paganisme une fois qu'il était devenu chrétien, il n'a pas pu totalement l'oublier. C'est pour ça que sans le vouloir, il a quand même parlé de ce traité, même s'il n'a pas, il n'est pas parvenu jusqu'à nous. Alors, ce traité donc que nous n'avons pas s'intitule De Pulchro et Apto, sur le beau et sur ce qui est bon. Et Augustin devait tenter là de définir ce qu'il convient de faire et de penser si l'on veut conformer sa conduite à l'idéal de l'homme de bien. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce jeune Augustin philosophe, son idéal, c'est l'idéal du philosophe vertueux, en fait. L'homme de bien qui est en accord avec sa pensée. On reconnaît dans cet idéal les préoccupations philosophico-morales de l'école stoïcienne, ou encore, ce n'est pas surprenant, la grande question platonicienne du bien. Et ce type d'investigation est également au cœur de certains traités de Cicéron. Vous voyez que il n'y a pas vraiment de hasard. Et donc, ça n'est pas un hasard si saint Ambroise, évêque de Milan, traitera des mêmes sujets autour de l'année 383 en transposant et en christianisant cette fois les livres de Cicéron auxquels il emprunte son titre, à savoir Sur les devoirs, qui est un traité de Cicéron à l'origine. Quant au dédicataire de l'ouvrage, donc l'ouvrage qu'Augustin a rédigé mais que nous avons perdu, il s'agit d'un certain Hierius. Et ce qui importe en l'occurrence, c'est que ce Hierius, nous le connaissons via d'autres sources païennes de l'époque. Ce Hierius était en effet un païen d'origine syrienne qui savait le grec et qui était extrêmement réputé pour son éloquence latine. Il avait en outre pour lui le prestige d'être un Romain d'adoption, puisque sa notoriété lui venait de ses succès dans la capitale de l'Empire. Donc c'était un peu le BHL de son époque, le roi des philosophes païens, d'origine syrienne, parlant grec, parlant latin, ayant ses cercles parmi les grands intellectuels de la cour impériale. Donc c'était un peu voilà, le grand intellectuel en vogue de son temps. Et Augustin, un jeune philosophe, lui dédie un de ses traités. Et donc c'est vraiment le modèle de l'intellectuel païen frotté de philosophie qui passionnait Augustin dans ces années-là. Je cite Augustin, livre 4 des Confessions, il le dit lui-même. Qu'est-ce qui a bien pu me pousser, Seigneur mon Dieu, à dédier ces livres à Hierius, l'orateur de Rome? Je ne le connaissais pas personnellement, mais je m'étais mis à aimer cet homme sur sa réputation d'érudit, qui était brillante, et sur la foi de quelques propos que l'on m'avait rapportés et qui m'avaient plu. Mais en réalité, c'était plus parce qu'il plaisait aux autres qui le portaient au nu dans l'admiration que leur inspirait un Syrien, habile tout d'abord en rhétorique grecque, puis plus tard un maître encore plus admirable d'éloquence latine et un savant exceptionnel en matière d'études philosophiques. Voilà ce qui me séduisait. On entend louer un homme et on l'aime aussitôt, même absent. Serait-ce que cet amour, venant de la bouche du turiféraire, entre dans le cœur de l'auditeur? Pas du tout. C'est à la femme de l'amour de l'un que s'embrase l'amour de l'autre. On aime celui qui fait l'objet d'un éloge lorsque l'on croit qu'il est prononcé d'un cœur sincère, autrement dit quand c'est l'affection qui le prononce. Donc voilà, Augustin portait véritablement un amour à ce Hierius, qui était le grand philosophe païen de son temps, et Augustin, lorsqu'il rédige ce traité, a environ 30 ans. Or, en plus, pour enfoncer le clou, il se trouve que bon nombre d'indices nous permettent de reconstituer les réseaux dans lesquels s'insérait ce Hierius. Ce Hierius aurait été un ami de Symaque et un proche de Nicomaque Flavien Senior, qui étaient deux très grandes figures intellectuelles de leur époque et qui étaient des membres de la haute administration et qui étaient bien évidemment des grands intellectuels païens des années 380. Là, je vais vraiment me dépêcher parce que j'ai quasiment plus rien comme batterie. Je vais conclure très rapidement sur le rapprochement avec le christianisme, enfin sa lente conversion avec le christianisme. Donc on a un peu des éléments de rhétorique qui permettent de montrer que Augustin magnifie sa conversion et surtout sa rencontre avec Ambroise, évêque de Milan. Je cite Augustin. Et je vins à Milan chez l'évêque Ambroise, connu pour être parmi les meilleurs hommes du monde, et ton pieux serviteur. Son éloquence distribue alors avec empressement à ton peuple la matière de ton froment, la joie de ton huile, la sobre ébriété de ton vin. J'étais conduit à lui, à ton insu, afin que je sois conduit consciemment, par son entremise, jusqu'à toi.
Cet homme de Dieu m'accueillit comme un père et se réjouit de ma pérégrination véritablement comme un évêque. Et je me mis à l'aimer, non pas d'abord comme un maître de vérité, car j'avais perdu l'espoir de la trouver dans ton église, mais comme un homme pour moi. Je l'écoutais parler en public, non dans l'état d'esprit qui aurait convenu, mais analysant pour ainsi dire sa rhétorique, pour vérifier si le flot de son éloquence répondait à sa réputation, s'il s'écoulait plus ou moins abondamment qu'on ne le disait, et je demeurais suspendu, fasciné à ses lèvres. Sans prendre garde, ni intérêt le moins du monde au contenu, j'étais là et me régalais des charmes de ses discours. Plus savants, mais moins charmants, moins séducteurs que ne l'étaient ceux de Faust de Milève pour ce qui concerne la forme. Mais pour le fond, pas de comparaison. Ce dernier se perdait dans les mensonges des manichéens, quand lui, Ambroise, enseignait de la manière la plus salutaire le salut. Mais le salut est loin des pécheurs, dont je faisais alors partie. Et cependant, j'en approchais peu à peu, sans le savoir. Confession, livre 5. On va un peu ici de déceler les effets oratoires assez traditionnels. C'est-à-dire que ce que je viens de vous citer, ça respire en fait le travail académique, la page du bon écolier. Et on y retrouve un peu les règles cicéroriennes de l'art oratoire. On a déjà la disposition, qui constitue en gros le début, l'amorce si vous préférez. On a ensuite l'art du plan. Le passage débute directement par un beau discours in medias res. On a également des références épiques. On a vraiment aussi des jeux littéraires. Je vais à Milan, ça rappelle l'arrivée à Carthage au tout début du livre 3. Je vais à Carthage, je vais à Milan. Et donc Augustin, dans les Confessions, cherche à banaliser son itinéraire personnel en grandes étapes. Carthage, Milan, manichéisme, christianisme. Et donc il oppose la chaudière carthaginoise, avec les vices, cette femme, cet enfant, les errements de sa jeunesse, à la chrétienne Milan. Et donc, comme Énée, l'héros de l'Énéide de Virgile, et Augustin adorait l'Énéide de Virgile, c'était un peu la référence de tous les écoliers et étudiants de l'époque, jeunes étudiants. Comme Énée, Augustin a connu le vice africain avant la vertu italienne. Et donc, c'est un peu pour opposer la damnation de l'Afrique et la salvation italienne. Mais cette première entrevue, la première rencontre qu'il y a eu entre Ambroise et Augustin, n'a vraiment rien, si on la déconstruit un peu, c'est une rencontre purement formelle et conventionnelle. Il n'y a pas vraiment d'échange intellectuel entre les deux hommes, puisque Augustin, qui arrive à Milan, arrive en tant que professeur d'université, et en fait, c'est un peu la rencontre qu'un universitaire aurait aujourd'hui lors de sa première affectation avec le président de son université. Donc c'est plus une visite de courtoisie au doyen de sa faculté, parce que Ambroise est issu, avant d'être évêque, d'une grande famille aristocratique, et c'était lui-même un grand intellectuel de son époque. Donc voilà, il avait lui-même occupé des postes très importants. Donc voilà. Mais au-delà de ça, il y avait véritablement une relation asymétrique entre Ambroise et Augustin. Tous les opposés. L'âge, l'origine familiale, la fortune, la religion, la position sociale, la renommée, tout vraiment les distinguait. Ambroise, je le rappelle, était fils du préfet du prétoire des Gaules. C'est gigantesque pour l'époque, hein, d'un point de vue administratif. Et lui-même, Ambroise, était un ancien gouverneur de province. Il pouvait parler sur un pied d'égalité. Comment pouvait-il parler sur un pied d'égalité avec un fils de paysan d'Afrique du Nord, de Tagaste, un manichéen qui portait comme seul auréole quelques succès académiques de second ordre. Et donc, les formules presque, comment dire, enjolivées d'Augustin ne doivent pas tromper. C'est que lui-même, même s'il il utilise ces formules, Augustin se plaindra qu'Ambroise, qui était un homme fort occupé, était protégé, je cite, par un bataillon de secrétaires ou de clients inaccessibles. Il n'avait jamais le temps de le recevoir. Et de fait, la deuxième rencontre a lieu 6 mois, 6 mois plus tard, donc au printemps 385. Et cette seconde rencontre, ça n'est pas comment dire, une discussion théologique de haut niveau, c'est Augustin qui vient défendre sa mère parce que sa mère Monique, qui était une chrétienne fervente, se mettait à comment dire à pratiquer des espèces de banquets sur les tombes, puisqu'en Afrique du Nord chrétienne, il y avait cette tradition d'essayer de faire des espèces de fêtes sur les tombes des chrétiens. C'était une tradition issue des martyrs d'Afrique du Nord dans l'Église africaine où on faisait ça. Et vu que ça n'était pas dans les coutumes italiennes, Ambroise s'est un peu plaint à Augustin. Et Augustin, c'est un peu, comment dire, est venu auprès d'Ambroise pour un peu défendre sa mère et lui expliquer, oui, c'est un peu une coutume locale et un peu pour intercéder auprès d'Ambroise pour justement lui expliquer le quiproquo. Donc voilà. Donc c'était un premier jet, chers amis. Je n'ai quasiment plus de batterie, donc je vais
couper la conférence. Je vous remercie m'avoir écouté. On va retenir que Augustin est toujours aussi fascinant puisqu'il est à cheval entre monde païen, monde chrétien, antiquité païenne et classique et antiquité tardive, qu'il est dans un monde en bouillonnement intellectuel, en évolution sociale, militaire, politique, tous azimuts, et que lui-même est le reflet de ce bouillonnement. Donc voilà, c'était un premier jet. Il y a énormément de points que j'aurais pu aborder, que j'évoquerai sans doute dans une seconde conférence, mais c'était un peu pour défricher ce thème de la revisite d'Augustin. Je vous rends la parole, chers amis, et je réponds à vos questions si vous en avez. Le temps nous est compté. Merci à toi, Hérode. Effectivement, on en veut plus, donc n'hésite pas à prévoir d'autres conférences sur la suite. sur Augustin. Avec grand plaisir. Il reste combien de pourcents de batterie, Hérode? 6. Tu peux pas mettre en charge le téléphone? Faut faire Mais oui, ça non, mais vite. non, mais c'est un problème, c'est la batterie elle-même. Je crois que c'est le tiers-monde. Même avec le chargeur, ça déconne en fait. Ah, ok. Peut-être que c'est le chargeur le problème. Peut-être, sans doute. Mais au-delà de ça, je suis disponible. Si vous avez des questions, on peut quand même discuter 15 minutes, il n'y a pas de problème. Ça va tenir. Ma seule question, j'ai déjà posée au début. Ça, c'était ma théorie si Augustinien aurait peut-être été inspiré à devenir chrétien pour éviter à la persécution qui semblait venir doucement, doucement. Alors, par contre, Alexandre Nevsky critique ton approche un petit peu trop analytique, quoi. J'en étais sûr. Il dit que ça manque de ferveur chrétienne. Oui, non, mais moi je pourrais dire que sa ferveur aveugle manque de source en fait. Je pourrais lui renvoyer la balle. Vraiment pas aimé cette conférence. Mais j'en étais sûr, Alex. Je m'attendais pas à ce que tu me dises que tu avais apprécié. J'ai l'impression que c'est organisé par un matérialiste, tu vois, qui fermait à la fois, quoi. Ben non, parce que Augustin nous parle lui-même de cette jeunesse intellectuelle extrêmement bigarrée en fait. Donc Augustin lui-même en parle en fait. C'est juste que si on enlève les artifices de la rhétorique, il y a quelques édifices qui tombent, mais les manichéens, je les ai pas inventés. Hein. Il a vraiment été auditeur 10 ans. Hein. Lui-même le dit, hein. Il s'en cache pas. Hein. Et avant d'être un chrétien, et d'ailleurs même en étant chrétien par la suite, Augustin n'a jamais cessé d'être un intellectuel. Hein. Même en étant chrétien, où il a un peu caché, ou christianisé certains concepts. Je veux dire, Augustin lisait encore les néoplatoniciens quand il était évêque. Hein. Là-dessus, ça fait pas de doute. Hein, donc, en fait, il faut pas bêtement opposer. En fait, Il faut pas bêtement opposer chrétien et intellectuel, en fait, Alex. Pas du tout. Mais en fait, je sais pas comment le dire, mais si soi-même on n'a pas une vie spirituelle et qu'on n'a pas rencontré la grâce, on peut pas comprendre qu'a vécu Saint Augustin. C'est-à-dire que si on n'a pas vécu cette force-là, c'est quelque chose d'intérieur. On va croire que c'est du bullshit, du pipeau, c'est un truc rhétorique, tu vois. Et c'est surtout ça que, du coup, pas que je critique, mais je le déplore. Je déplore que tu puisses pas au moins le croire sur parole, quoi, sur ce qu'il a vécu. Mais non, mais je ne nie pas ce qu'il a vécu. L'objectif de la conférence, c'est de voir comment il avait réinterprété ses souvenirs, en les christianisant un peu. Parce que les confessions parlent de toute cette jeunesse folle. Il les écrit 30 ans après, forcément. Forcément, il va un peu les transformer, enjoliver certains passages. L'objectif, c'était justement au-delà de ça, quel a été le cheminement d'Augustin intellectuellement. Donc, en fait, je n'ai rien. L'objectif, c'était plutôt non pas de nier la conversion sincère d'Augustin, parce qu'il ne serait pas mort évêque il n'aurait pas été évêque pendant plus de 40 ans si ça n'avait pas été sincère. L'objectif, ça a été de voir, au-delà de ce que Augustin a dit de son passé, déjà de voir qu'est-ce que lui-même disait de son passé intellectuel avant de se convertir, mais aussi de voir comment il avait pu, à certains endroits, pas le mettre sous le tapis, mais un peu le transformer dans la formulation plutôt. Bon, je suis rassuré déjà que tu nies pas la réelle conversion de Saint-Augustin. Mais non, mais l'objectif de ce soir, je l'ai dit en début, c'était de faire l'archéologie intellectuelle d'Augustin. C'était ni de faire l'apologie d'Augustin, ni de le dénoncer. Même si on est objectif, il a un peu été hypocrite avec les manichéens, mais. C'est-à-dire hypocrite avec les manichéens.
Bah, alors ça, je l'ai pas abordé, je pourrais l'aborder dans une conférence sur la suite, mais par exemple, son poste universitaire à Milan, ce qu'il a amené en Italie, on sait que... Ah, mais ma batterie se recharge, c'est magnifique. On sait que certains hauts placés manichéens qui avaient des rôles politiques universitaires l'ont aidé à avoir ce poste et qu'il a fait jouer certains réseaux manichéens pour avoir ce poste de professeur à Milan, professeur de rhétorique. Oui, bien sûr. Mais il y avait aussi des choses, évidemment, qui le dérangeaient dans le manichéisme intellectuellement. Ah, Et bah c'est bien pour sûr, ça on l'a qu'il s'est dit. rapproché. On l'a dit. Oui, voilà. Ah non, mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je critique pas Augustin, peu importe ce qu'on pense du manichéisme. Mais c'est vrai que, même avec les païens, on pourrait dire, parce que indirectement, ces païens et ces manichéens, même si doctrinalement il s'est opposé à eux, les personnes l'ont beaucoup aidé avant qu'il soit chrétien. Mais on pourrait dire qu'Augustin n'est pas aussi dur que ça, puisqu'il attaque plus le enfin, ouais, il a plus attaqué le manichéisme que les manichéens. Même si c'est assez marrant quand je l'ai lu. C'était assez marrant de voir comment il balançait certains élus qui étaient hypocrites dans leur comportement. Mais là, pour défendre les manichéens, j'ai envie de dire, on pourrait faire ça avec des prêtres aujourd'hui, ça a toujours existé. Oui, Il y a toujours une oui, religion aspire bien toujours sûr, à la bien sûr. pureté. Comme les Il y a cathares, comme toujours, tu disais sur les cathares. bien sûr, il y a toujours des tartuffes dans les religions, des gens Ouais. qui sont là par pur intérêt et qui se moquent de l'aspect Oui, tout à fait. ascétique. Ou tout simplement éthique, même. Parce que Genre, c'est des êtres humains, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah voilà. ouais, ils sont prêtres, mais ils vont violer des gosses à côté, alors que littéralement, l'évangile te dit, ouais, peine de mort pour les pédophiles, mais. Par Ouais, contre, voilà, c'était quoi. intéressant ce que tu disais. Du coup, les manichéens, ils sont anti-natalies, c'est ça? Oui, oui, alors c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé parce qu'il y a déjà la conférence de 2 heures sur le sujet. Mais oui, les manichéens, je le rappelle, Ouais. dans la doctrine manichéenne, on doit éviter de reproduire la matière parce que c'est la création du Dieu mauvais. Et donc les élus, ceux qui sont un peu l'équivalent des prêtres, n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, de se marier, etc. Normalement, les simples croyants, eux, ils peuvent croire et continuer à avoir des enfants. Mais Augustin, il était un peu entre deux. C'est-à-dire qu'il a quand même été auditeur pendant 10 ans, hein, c'est pas rien. Donc il était vraiment impliqué dans la secte. Et voilà, donc c'est aussi pour ça il a un peu pris de ce comportement. Ouais, c'est pas non plus un Il était antinatalisme pas vraiment. suicide, quoi. Moi, c'est ça que je comprenais. Non, enfin, faut, comment dire? Il y a quand même Non, non, reproduction d'une manière ou d'une bien autre. sûr. Oui, oui, c'est-à-dire que le manichéisme, en gros, si tu veux être un parfait, si tu veux suivre la vie de Mani à la lettre, tu ne fais pas d'enfant, tu ne manges pas de viande, tu es un ascète pur. Mais Ah oui, tu peux croire au manichéisme et garder ta vie dans le monde. Ça a toujours existé ça a quasiment toujours existé dans le manichéisme. C'est que ouais, tu peux, voilà, tu peux être un croyant lambda comme le christianisme. Tu peux être ouais. je sais pas, un père de famille, fonctionnaire chrétien, tout en te considérant chrétien. Et à côté de toi, il peut y avoir un moine ultra ascétique du mont Athos, mais pourtant, vous êtes tous les deux considérés comme chrétiens, juste à des degrés divers. Bah, c'est C'est ça, un en peu fait, l'idée. finalement, dans les faits, ça change pas Ouais, là, grand-chose c'est littéralement entre une le branche manichéisme et divergente, mais ouais. Hérode, moi je suis surpris que tu n'as pas nuancé le mot confession, qui peut dire plusieurs choses. Profession de foi, louange, c'est pas juste la confession comme La sacrement. confession, c'est un sacrement aussi maintenant, donc ouais, il faut être. Oui, Ouais, je suis surpris de c'est vrai préciser. qu'il y a plusieurs. Après, c'était pas non plus l'objet de la. Ouais, je sais pas. Les Mais... confessions, c'est pas vrai. les confessions de Saint-Augustin, c'est plus une déclaration de foi et un regret de certaines choses par rapport au Christ, avoir obéi Jésus, le Dieu. Mais oui, c'est surtout des regrets qu'il remémore, voilà. des anciens souvenirs de sa relation avec C'est sa ça. mère Véronique ou C'est ça. Monique, Sainte Monique. Oui, c'est ça. Sainte Monique, ouais. Oui, Monique. Ouais, des regrets passés en fait dans sa vie C'est de ça. débauché ou de manichéen Mais ou c'est ça. avant sa conversion au christianisme. Mais c'est pour ça que je parlais des confessions, en fait. Merci Béchamel de l'expliquer à ma place, mais c'est très gentil. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est les confessions dans les deux sens. D'un côté, il confesse sa vie passée et il confesse par la même occasion à Dieu toutes ses erreurs passées, ses péchés. Donc Ouais. confession, là, c'est pas du tout dans le sens. C'est Non, pas du moi, tout je dans le pense- moi, sens je du pense que- sacrement, hein. Ça n'a rien à voir avec le sacrement Oui, parce voilà, qu'il écrit voilà. les confessions 30 ans après ses erreurs, vers l'an 400 et 30 ans avant sa propre mort. Donc il n'est pas au bord de la mort quand il écrit ça, hein. Ouais. Du tout. Et aussi, à un moment donné, tu as dit qu'il se mettait en valeur comme si ce qu'il a fait, ça allait oh là là, t'es trop fort, t'as confessé tes péchés. Enfin, alors que dans la lecture de son œuvre, on voit qu'il s'adresse toujours à Dieu, il met Dieu au centre de son truc. Et je pense pas qu'à l'époque, c'était se mettre en valeur que d'écrire ce qu'il a écrit. Enfin, c'était quand même choquant, je pense, j'imagine, non? Alors, on n'en C'était a pas pas. pour sa C'était gloire. pas. Non, mais c'est pour ça qu'Augustin est fascinant parce qu'on pourra en parler des heures. C'est pour ça que j'en reparlerai à l'occasion, sans doute dans quelques mois. Mais c'est que
les confessions, je ne l'ai pas dit parce que là, j'ai dit le projet de la conférence, hein, j'ai pas promis mondes et merveilles, j'ai dit archéologie intellectuelle du premier Augustin. J'ai dit, le titre de la conférence était Augustin et sa jeunesse intellectuelle, une jeunesse intellectuelle tumultueuse. Moi, j'ai rempli mon contrat, mais c'est vrai que d'un point de vue littéraire et intellectuel, les confessions sont un genre littéraire nouveau qui apparaît avec Augustin. Sans les confessions d'Augustin, pas la consolation de philosophie de Boès, pas les réflexions de Rousseau où on se livre intellectuellement dans une espèce d'exercice de réflexion sur soi-même et de voilà comment dire d'autocritique. Augustin, avec ces confessions-là, invente un genre qui n'existait pas. Il y avait quelques prémices dans l'Antiquité païenne, mais jamais à ce point-là. Le fait de se livrer intimement, ça ne se faisait pas dans la culture littéraire du temps. Et oui, voilà, Augustin a innové en écrivant les confessions d'un point de vue d'histoire littéraire. Là-dessus, c'est indéniable, tout le monde le reconnaît. Hein. Mais c'était choquant à l'époque ou pas? C'était choquant ou pas à l'époque de faire ça? Pour un auditoire païen, oui, c'est choquant. C'est très choquant, oui. Mais même d'un point de vue chrétien, il n'y a pas d'équivalent des confessions avant Augustin. Il invente vraiment un style d'écriture, une manière de se livrer qui n'existait pas. Il n'y a pas d'équivalent avant Augustin. Il invente vraiment quelque chose. Et toute la littérature occidentale doit quelque chose aux confessions. Tout le 18e siècle et ce côté Rousseau, les Lumières, la sensibilité de l'individu, tout ça vient d'Augustin directement. Est-ce qu'il aurait pu prévoir ce succès? Il aurait pu se dire je fais ça pour la gloire, pour rester dans les siècles. Je pense pas. Alors non, peut-être non, mais il pouvait pas prévoir. Mais par contre, il faut pas se voiler la face. Augustin, je ne suis pas du tout hostile, Zach. Augustin, c'est Alex qui est dans l'erreur. Hein. C'est les Galiléens, Zach, hein, tu les connais. C'est que Augustin, par contre, déjà, en fait, il s'est repenti dans les confessions, dans d'autres textes. C'est-à-dire qu'Augustin, étudiant, Augustin professeur, adorait les exercices de style, de rhétorique, de culture classique, et il excellait là-dedans. C'est ce qu'il aimait, en fait. Il adorait ça. Et c'est pour ça qu'il a eu tendance à un peu mettre ça sous le tapis dans les confessions, parce que le Augustin païen tirait énormément de gloire de ces exercices intellectuels. Et le Augustin chrétien, même s'il a un peu mis ça sous le tapis, Augustin chrétien, très tôt, dès les années 400, il est déjà connu dans presque tout le monde chrétien. Et il commence très vite à s'imposer comme une figure de premier ordre. Donc même de son vivant, je veux dire, quand Augustin meurt en 430, tous les grands penseurs chrétiens sont au courant de sa mort. Tous le connaissent. Tous l'ont déjà lu ou réfuté. Il a réfuté Pélage, moine d'origine britannique, des îles britanniques, qui prêchait le pélagisme. Il avait une correspondance avec Saint Jérôme à Bethléem en Palestine. Tout le monde chrétien le connaissait et c'était déjà un personnage de premier plan d'un point de vue intellectuel de son époque. Hein. Il n'a pas été célèbre après sa mort, hein. De son vivant déjà. Hein. Parce qu'il écrivait énormément sur plein de sujets, il réfutait tout le monde. Ouais. Après, moi, j'avais vu un truc, j'avais lu un truc sur les manichéens. C'est que, oui, peut-être qu'il a écrit aussi, enfin, je sais pas, mais c'est la réfutation des manichéens. C'est peut-être aussi parce qu'il avait la pression c'est ce que j'ai écrit quand message, il avait la pression des autres chrétiens de son temps. Bien sûr. Voilà, parce que le vent tournait, en fait, quoi. C'est ce que je voulais, c'est ce que la conférence permet aussi. Voilà, on pourrait y passer des heures, mais ça vous donne des clés de lecture. C'est que, déjà, il devient chrétien à peu près au bon moment. On sait que c'est sincère parce qu'il n'aurait pas passé 40 ans de sa vie à faire des commentaires de la Bible s'il n'y avait pas de la sincérité. Donc, je ne vais pas remettre en cause le fait qu'il soit devenu vraiment chrétien à un moment de sa vie. Ce que je remets en cause avec mon approche, c'est que même si en 386 à Milan, il a pu se passer un truc quand il a ouvert Saint-Paul, c'était plus un début qu'une conversion éclair. C'est plutôt après qu'il a eu tendance à revoir ce passage comme un début de conversion intellectuelle en tout cas. Parce qu'au début, quand Augustin se convertit, il cherche pas le baptême tout de suite. Hein. Ça prend du temps. Hein. Il lit Saint Paul, il commence à se dire. C'est normal à l'époque. Mais je dis pas le contraire, Alex. Je le rappelle. C'est pas un crime de rappeler des faits. Merci, on se calme. Mais c'est fou. Hein. Les chrétiens, on dirait les chrétiens de l'Antiquité qui lapident les païens. Ils sont hystériques. On dirait des musulmans. Comme quoi on les réveille facilement. Tu m'as fait perdre le chemin de la réflexion. Oui, mais du coup, voilà. Pour te dire ça, donc il commence à être chrétien, il devient ensuite prêtre quand il rentre en Afrique du Nord, au début des années 390, ensuite évêque, et il a d'autant plus intérêt à réfuter les manichéens que énormément de chrétiens de son temps le soupçonnent et le voient d'un mauvais œil parce qu'il a été
Enfin, ils sont au courant, ils savent qu'il a été pendant 10 ans auditeur manichéen. Donc c'est aussi un intérêt pour lui de défendre sa réputation que de très tôt commencer à réfuter les manichéens. C'est presque, là encore une fois, Alex va me taper sur les doigts, mais d'un point de vue de plan de carrière, il avait intérêt à réfuter assez vite les manichéens. On peut dire Parce pareil qu'ils de étaient Saint encore là. Paul, c'est un juif, donc converti, donc pareil, il a écrit tout ça pour que les chrétiens le voient d'un bon oeil. Tu peux dire pareil. Enfin, je crois pas. Ça n'a rien à voir, Alex. Ce sont deux contextes totalement différents. Ce sont deux contextes totalement différents. Mais c'est totalement vrai, puisqu'en fait, quand j'évoquais les manichéens, bah, ils étaient encore là. C'est-à-dire que du vivant d'Augustin, il y avait encore des manichéens qui étaient en Afrique du Nord. Ils n'ont pas disparu. Ils ont été un peu inquiétés par la loi. Mais bon, ce serait une autre conférence à part. Mais les mesures qui se mettent en place à la fin du IVe siècle, quand Augustin devient prêtre, les mesures contre les hérétiques et les païens sont plus des mesures juridiques. Il y a des effets dans la Ouais. réalité, mais ce ne sont pas des persécutions ultra généralisées. Tout ne disparaît pas en 20-30 ans, loin de là. Il y a encore Il des ne peut failles. pas être chrétien et manichéen. Donc comment tu veux qu'il soit à moitié chrétien, moitié manichéen? Comment il fait? De quoi? J'ai pas compris ton argument, Alex. Bah, tu sous-entends qu'il voulait pas vraiment critiquer le manichéisme, enfin Non, qu'il adhérait. je dis pas. Je dis pas. Peut-être que non, mais c'est ça où tu comprends pas, Alex. Je ne parle pas de son fort intérieur. J'essaye d'analyser les circonstances. Peut-être que il avait vraiment envie de critiquer les manichéens. Il avait sans doute une véritable envie. Je ne juge pas les cœurs. Ce que je dis, c'est que si on analyse la situation d'un point de vue un peu plus machiavélique ou réel politique, mettez-vous à sa place. Il vient de se convertir fraîchement. Il s'est baptisé, sa mère est contente, son fils est mort, enfin son fils est chrétien, sa mère peut mourir en paix. Il devient prêtre ensuite assez vite en rentrant en Afrique du Nord. Par un concours de circonstances, parce qu'il avait une culture très développée, que c'était un bon orateur, il devient évêque parce que l'évêque, son évêque de tutelle, le prend comme co-évêque et il finit par devenir évêque. Et donc, il se fait une place dans le monde épiscopal de l'Afrique chrétienne et c'est peuplé. Hein. Carthage, c'est l'une des cités les plus peuplées de la Méditerranée, la deuxième après Rome. Donc, c'est pas rien d'un point de vue, même s'il n'est pas évêque à Carthage, mais il est aux alentours. Enfin, il n'est pas très très loin. Vous vous mettez à sa place. Il occupe une figure de premier plan assez vite dans l'épiscopat africain et il a un passé de manichéen pendant 10 ans. Et il y a encore des manichéens qui l'ont connu, qui sont en Afrique, qui sont en Italie. Donc Ouais. peut-être qu'il pour des raisons théologiques, il avait envie de les réfuter. Et d'ailleurs, il va écrire une réfutation des manichéens à partir d'un commentaire de la Genèse pour montrer qu'il y a un Dieu bon et qu'il n'y a pas de Dieu mauvais qui crée la matière. Donc ça part aussi de sa compréhension de la Bible. Donc je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprise intellectuelle derrière, honnête, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que d'un autre côté, dans le contexte de l'époque, c'était le bon moment pour lui. Et d'un point de vue comment dire, de réputation, il avait intérêt à pondre à un moment ou à Oui, un voilà. autre une réfutation des manichéens. Après, voilà, c'est pas un seul facteur, quoi. C'est Voilà, c'est ça, c'est ce que Oui, je dis, c'est parmi tout. d'autres. Ok, Ouais. oui. Oui, si c'est un lien parmi d'autres, pourquoi pas. Voilà, Mais c'est ce que je veux dire. il faut C'est tout aussi ce que je prendre veux en dire. compte qu'il a critiqué le manichéisme parce que déjà il le connaissait et Bah, bien il a sûr. critiqué tout le monde aussi. Donc Bah, c'est pas mais acharné sur Augustin, le manichéisme, non? Enfin, non, non, il a critiqué tout le monde. Là, c'est pour ça qu'Augustin, quelque part, a des. Voilà, je suis quelque part son lointain descendant, parce qu'il critique tout le monde, en fait. Il met en slip tout le monde. Quelque part, Augustin, c'est le Jean Robin de l'Antiquité tardive. Hein. Parce que les manichéens, les philosophes païens, parce que La Cité de Dieu, qui est donc un ouvrage de théologie assez lourd, hein, si vous ne l'avez jamais lu, je ne vous le conseille pas pour découvrir Augustin. Commencez par les Confessions, c'est très bien. La Cité de Dieu, en fait, c'est une réponse aux philosophes païens, enfin aux penseurs païens, qui critique la chute de Rome. Parce que Rome est prise en 410 par les barbares, il y a un sac de Rome qui traumatise le monde romain, et beaucoup de hauts placés, de hauts gradés dans l'administration qui sont païens accusent les chrétiens. Ils disent c'est parce que l'Empire s'est christianisé que Rome a fini par chuter, parce qu'on s'est détourné des valeurs antiques de la culture païenne romaine. Et Augustin, dans le tout premier livre des Confessions, le premier tome, s'attache à répondre aux philosophes païens pour leur dire non, 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 ça vient pas de là. Il a aussi critiqué les Pélagiens. Il s'est aussi un peu pris la tête avec Jérôme parce que les deux étaient de très fortes têtes. Mais vraiment, ils avaient tous les deux un sale caractère, donc ils se sont tous les deux un peu pris la tête sur certains points. Il a aussi un peu critiqué des visions néoplatonisantes, tout en reprenant certains thèmes néoplatoniciens. Donc voilà. C'est ça qui est fascinant avec Augustin, parce qu'il est le fruit de plein d'influences intellectuelles, mais par la suite, il s'est mis à toutes les critiquer. C'est ça qui est. Parce qu'il fait un peu la jonction entre. Il montre en fait l'ambivalence entre une culture païenne et une culture chrétienne. Je ne peux pas le dire autrement. Mais c'est pas le seul. Hein. Allez-y, parce que là, j'ai l'impression de faire une conférence bis, poser des questions, attaquer. Ça me branle l'hôtel. Il faudra couper ça au montage.
D'autres remarques, d'autres questions, chers amis? Zach, je sens que tu trépignes d'impatience, que tu veux lancer une réfutation du christianisme. Je suis pas manichéen. Je blaguais, Alex, quand je disais Augustin s'était converti au christianisme. C'était la persécution, c'était pas une accusation, c'était simplement une idée que. D'autres remarques? Non, Vangelis, pas bloqué, Évangélis. Ouais, pas bloqué, Vangelis, une remarque. Béchamel aussi, si t'as quelque chose d'autre à dire, n'hésite pas. Non, c'était complet. C'est une bonne conférence. Bah oui, c'était une bonne conférence. Et est-ce que vous aviez pris l'effort de c'était moins ouvrir les court. confessions? Oui, elle allait pas être longue. Alors moi j'ai Est-ce que vous a- fait l'effort, mais ouais. J'ai pas eu le temps. C'est déjà- J'avoue que j'ai pas eu le temps de remettre le nez dedans, quoi. Faut les lire. Hein. Au moins, il y a un premier contact, ça fait plaisir. Bah ouais, en fait, il y a, comment dire, justement, il y a pas mal de trucs en préambule et du coup, j'ai quand même, enfin, c'était pas mal, quoi. Ça m'a permis enfin, le fait qu'il a été manichéen 10 ans, tout ça, enfin, je l'avais lu, ça, voilà. Tant mieux, magnifique. C'est parfait. Honnêtement, le manichéisme, ça a l'air très, très joli, mais plus que tu lis profond, plus que ça commence à être bizarre. Bah, c'est une religion belle sur le papier, mais appliquée, c'est toujours compliqué, on va dire. Oui, C'est évidemment. surtout ça. Comme par exemple, Béchamel. des Inuits en Arctique, comment est-ce qu'ils pourraient être manichéens, les élus? Il n'y a pas de légumes qui poussent dans le pergélisol. Eh oui. Alors, Hérode, j'ai une question. Bon, c'est un peu hors sujet, mais Je vais essayer. en fait, je vais me renseigner un peu sur Augustin a combattu le pélagianisme. Mais en même Ouais. temps, en fait, il y a eu un pape. Je viens de faire la découverte tout à l'heure. Oui. Et attends, c'est Zérasme. Enfin, attends. C'est pas Gélas plutôt à cette époque-là? Ouais, mais il validait en privé, en tout cas en privé, il validait le pélagianisme en se basant Au sur le traité du libre arbitre de Saint-Augustin, influencé par son passé manichéen. C'est vrai que souvent on peut voir que Saint-Augustin se contredit en fait entre son écrit entre le manichéisme et le christianisme, mais c'est vrai que c'est pas très abordé comme sujet. Ben oui. Par rapport à ce que tu as lu, tu peux en tirer quoi? C'est un peu hors sujet, je suis désolé, mais je viens de faire la Non, mais découverte. Donc, super sujet. Mais en fait, mais la cathédrale, vraiment, c'est un plan machiavélique. Parce que là, je te renvoie au débat qu'on a eu tous les deux sur la conférence sur le jansénisme. Parce qu'on en revenait à ça, c'est-à-dire qu'Augustin, avec toutes ses influences et le fait de répondre à tout le monde et d'essayer d'avoir toujours raison en quelque sorte et de défendre son interprétation, c'est, je vais pas dire contredit, ce serait un jugement de valeur, mais c'est ce qu'on disait sur le jansénisme, il a laissé des portes ouvertes qui ont, qui ont pu rendre possible des malentendus, des égarements. Alors ta question sur le pélagianisme, je suis pas sûr de l'avoir bien compris. Je connaissais. Il y a eu, en fait, Pélage a, comment dire, c'est-à-dire que c'est pas Pélage le plus grand pélagien, paradoxalement. Il a défendu cette position-là. Il a fini par, enfin, la papauté n'était pas de son côté. Augustin, d'ailleurs, avec Jérôme, était tout à fait d'accord là-dessus. Les deux se sont entendus pour faire pression pour que Pélage et les pélagiens se calment, parce que les pélagiens, c'était vraiment, ils étaient nombreux. Enfin, ils étaient assez populaires. Et il y avait même des moines pélagiens à côté du couvent de Jérôme à Bethléem. Et ils se sont foutus sur la gueule. C'est-à-dire qu'ils ont été menacés de mort. Les pélagiens ont foutu le feu à un des couvents de Jérôme à Bethléem. Donc Jérôme avait d'autant plus de raisons de se ranger du côté d'Augustin contre les pélagiens. Les deux les détestaient, mais Pélage s'est mis à mourir assez vite, et c'était pas vraiment lui le plus pélagien des pélagiens, quelque part. Ça a surtout été, à la fin de la vie d'Augustin, Julien Desclanes, un intellectuel chrétien d'Italie, un lettré de haute extraction. Et pendant toutes les années 420 jusqu'à la fin de sa vie, Augustin a répondu lettre sur lettre, traité sur traité, pour réfuter Julien Desclanes. Il y a gaspillé toutes ces dernières années. Et Julien Desclanes, comme Augustin, c'était un intellectuel de haut vol, très haut vol. Et lui, c'était pour le coup le fer de lance du pélagianisme. Et que dire après ça? En fait, le pélagianisme ne s'est pas éteint avec Julien Desclanes, c'est-à-dire que, étant donné que c'est une pensée à l'intérieur du christianisme, quelque part, on est dans l'orthodoxie, mais on dévie un peu.
eh ben, il y a eu des, comment dire, des mouvements de pensée, des déviances des siècles après qui ont pu être traités de néo-pélagiennes ou de crypto-pélagiennes ou de semi-pélagiennes. Parce que ben, les auteurs chrétiens des siècles après, ils avaient Augustin en tête et ils avaient ses réfutations du pélagianisme. Je sais pas si ça a répondu à ta question, mais en même temps, c'est un sujet très large, le pélagianisme. Mais... Ouais, ça a l'air intéressant, ça aussi. Oui, comme Et- ton thème principal, c'était Augustin a réécrit son passé. Et quelque part, oui, il a fait beaucoup d'erreurs durant son passé manichéen et énormément. néoplatonicien avec la figure de Plotin. Donc, oui, c'est vrai Énormément. que. Mais j'en parlerai dans une autre conférence, mais là, Alex, il va exploser. Mais je le répète, hein, pas Plotin, Augustin évêque continuait, enfin, lisait les platoniciens encore. Il se disait pas, mais c'est ça aussi, il faut faire une distinction. C'est pas parce qu'on lit un auteur qu'on l'approuve bêtement. En fait, qu'on adhère à sa pensée. Oui, voilà. on n'est pas dans un village de cutéreux au Moyen Âge. C'est-à-dire que Origène faisait pareil. Quand Origène réfute Cels, eh ben il lit Cels. Et si on connaît le contre les chrétiens de Cels, c'est par Origène, auteur chrétien, je le rappelle. Donc, de la même manière, c'était pas choquant pour Augustin d'avoir des textes néoplatoniciens dans sa bibliothèque. On sait qu'il continuait de les lire et de les méditer, tout en étant chrétien, mais en les christianisant. Il continuait d'écrire, de développer des pensées néoplatoniciennes, mais en les christianisant, en montrant que ben, le néoplatonisme seul ne suffit pas. Mais certaines idées, il pouvait les interpréter comme des prémices de réflexion pouvant amener au christianisme. Et autre point, là j'en ferai une conférence, mais ce sera je la ferai dans des années avec Zach. Je montrerai, on fera mais là ça durera 2 heures par contre, hein, mais 2-3 heures, et j'ai pas les armes pour les faire actuellement, mais je montrerai comment Augustin, et là Alex va exploser, a repris du manichéisme dans sa définition de certains points de théologie chrétienne, et comment des auteurs chrétiens de l'époque le voyaient et s'énervaient contre Augustin à cause de ça. Moi, je suis pas augustinien. Il y a plein de. Je suis pas d'accord avec toutes les doctrines d'Augustinien d'ailleurs. Est-ce que tu Oui, fais oui, pas non, référence à la doctrine du péché originel? Bon, bah, il y a pas que ça, pas que ça. les limbes peut-être, Alex. Aussi la prédestination, une sorte de prédestination. Oui, parce que Augustin est très apprécié des protestants. Oui, par rapport au. Ah oui, Après, la la bibliothèque, monarchie du Père, il a Oui. aussi posé les bases du Philocoué en disant que, enfin, sur la Trinité, là, sur l'amour. Ah Il a oui, posé les là, bases du ça va un peu énerver Alexis, oui, par rapport au fait que le Père, que c'est l'esprit procède du Père et du Fils. Ouais, que c'est l'amour. Ça, c'est un argument que les orthodoxes réfutent parce qu'il y aurait pas, cet Augustin aurait soi-disant pas lu les écrits grecs qui se seraient contentés de Oui, dire que. Mais c'est alors sûr. là, je ne l'ai pas dit dans la conférence, mais parce que c'est un autre sujet, mais c'est lié. Mon PNJ arrive des heures après. C'est que Augustin a toujours été très frustré tout au long de sa vie de ne pas comprendre la langue grecque. Et on sait que ça a C'est toujours été vrai. une grande honte intellectuelle pour lui. Il arrivait peut-être à lire quelques mots, mais il lisait pas le grec, il n'était pas helléniste du tout. Et ça a toujours été quelque chose qui l'a frustré. Et pourquoi il n'a pas appris le grec? Enfin, il n'y avait pas des Bah, Grecs à Rome? il a essayé dans sa jeunesse en Afrique du Nord, mais l'Afrique du Nord, linguistiquement, elle est uniquement latine. A été Et, latine, ouais. et dans l'Italie de l'époque, les hellénistes, c'était les hauts, enfin ceux qui parlaient et comprenaient très bien le grec, c'était les intellectuels de très haut vol en fait. Et la plupart, à cette époque-là à Rome, et ce sera encore le cas des siècles après, énormément de papes et de très hauts ecclésiastiques étaient des immigrés de la partie orientale de l'Empire, beaucoup de Syriens, notamment ce fameux Hierius, auquel Augustin dédie un traité. Donc c'est pas trop son origine. Et oui, il a jamais réussi à bien comprendre le grec, mais il a toujours eu un peu honte de ça. Mais donc oui, il a pas lu les pères grecs. Aristote, il le lit dans une traduction latine. Hein, je l'ai dit en début de conférence. Bonsoir, Hérode. Bonsoir PNJ. Ça faisait un moment. Tu parles de Saint-Augustin, le Oui. philosophe? Très bien. Le grand théologien, le maître du logos, le Jean Robin de l'Antiquité. Très bien. Non, j'arrête. Et bonsoir Voilà. à tous en même temps. Moi, je dis Pas encore bloqué. bonjour, parce que c'est le jour. Pas bloqué, une remarque. Pas bloqué, c'est Une endormi. attaque. Pas bloqué, c'est endormi. Moi, si je pourrais rajouter quelque chose par rapport au fait que tu as dit, il a réécrit son histoire, tu sais. Du point de vue spirituel, c'est pas ça. Du point de vue spirituel, il y a une conversion, une métanoïa, un changement de vie.
Et Dieu lui a Oui. permis, par sa grâce, de comprendre la providence. C'est-à-dire qu'il voit la providence de Dieu dans ses actes. C'est-à-dire comment Dieu l'a mené de ci, de ça, de là, tu vois. Du manichéisme au néoplatonisme. C'est juste, il réécrit pas, il voit la providence de Dieu, comment elle Oui, mais agit. justement. Non, mais justement, c'est une vue ma conférence, c'est contre cette vision-là. C'est-à-dire Ah, que ta vision, c'est une vision téléologique. exactement. Ben oui, mais ça ne marche pas comme ça, en fait, un parcours de vie humain. Ça, c'est Ben, a posteriori qu'on voit ça. si on a la foi, c'est comme ça que ça marche. Non, mais je vais te faire une expérience de pensée qui n'a rien à voir. On est Allemagne 1928, tiens. Le parti de Hitler existe. Toi, tu viens des années 2000, tu vois les Allemands, tu demandes dans la rue aux Allemands, personne se dit oui, mais l'Allemagne, là, dans 5 ans, Hitler arrive au pouvoir. Dans 11 ans, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et dans 12 ans, personne n'aurait pensé que l'Allemagne suivrait cette voie-là. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer l'état d'esprit d'Augustin jeune, qui n'avait aucune idée que sa vie allait se dérouler comme elle s'est déroulée. Un peu de briser cette vision. Il était comme ça, mais quelque part, c'était une manière de trébucher, ça allait le mener à la lumière. C'était un peu d'essayer de restituer cette espèce d'état avant sa conversion, de restituer le bain dans lequel il baignait, et pas juste de le traiter avec des dents en disant oui, mais ça, c'est pas important, c'est juste des étapes sur sa conversion. Parce que en fait, c'est ce qu'il est. Augustin, même étant chrétien, n'a jamais cessé d'être un grand lettré qui a adoré Virgile, qui a été formé en rhétorique, en lettres classiques, qui a adoré Cicéron, qui a lu les philosophes néoplatoniciens, qui a lu Cicéron dans l'Hortensius, dans les académiques également. Donc c'est son identité en fait. Au-delà de la foi, de ce qu'il pensait théologiquement, en fait, on ne renie pas son identité. C'est ce que je voulais vous dire. C'est Augustin il n'aurait pas eu de relation ambivalente avec le manichéisme. Augustin, il n'aurait pas été, il n'aurait pas réfuté le manichéisme avec tant d'énergie, tant de fougue, si ça faisait pas partie de lui-même quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour montrer qu'en fait, avec cette conférence, Augustin ne naît pas de nulle part. Oh oui, là, je suis dans des erreurs théologiques, philosophiques, mais je vais devenir un super évêque. Et je renie tout ce qui s'est passé. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Ouais, mais il n'a pas pris que du bon aussi. Enfin, il parle des passions, tout ça, des luttes qu'il a eues. Enfin, c'est pas non plus. Regarde Ambroise christianise. Ambroise, en fait, c'est pour montrer que c'est une période fascinante parce que c'est la jonction entre deux mondes. Il n'y a pas de rupture nette. Ambroise est ancien gouverneur de l'Empire romain, fils du préfet du prétoire des Gaules, et il christianise des traités de Cicéron. Voilà. C'est ce que je voulais dire, Alex a coupé, mais ce que je veux dire, Ambroise aussi christianise des traités de Cicéron. Et c'est pas les seuls. Les pères grecs aussi, ils sont influencés par les néoplatoniciens, ils s'en cachent pas. Origène aussi. Enfin, Origène, c'est différent, lui, il avait d'autres liens. Origène, dans sa jeunesse, a fréquenté des maîtres gnostiques, hein, Alex. Mais tu sais, j'ai lu un livre de théologie bien que il s'est fait. Alors, Origène s'est fait castrer. Parce qu'il avait un verset de Jésus, mais il était influencé par les Cybèles, il me semble. Très gnostique comme comportement, d'ailleurs. Alors, j'ai lu un livre de théologie. Qui se faisait couper les couilles suite à des orgies sanglantes. C'est un truc très païen à la base, mais Origène était influencé par ça. Il a pris littéralement le verset de Jésus je crois que c'était Luc ou Jean, je ne sais plus exactement, où il disait qu'il fallait se faire eunuque pour le royaume des cieux. Lui, il prenait littéralement le sens du mot eunuque. Et finalement, il a regretté cette prise de décision qui était extrême. Je vais juste dire que j'ai lu dans un livre de théologie byzantine. Alors, en fait, certes, le christianisme a christianisé, a pris des outils, certains outils, comme essence, hypostase, voilà, Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ce que dit l'auteur, que toutes les hérésies sont dues à la philosophie aussi. Tu vois, il y a une relation ambivalente. Non, mais en fait, tu as vraiment un comportement de métropolite obtus, en fait. La philosophie mène aux hérésies. Mais j'ai envie de dire la théologie aussi. En fait, tout peut mener à une hérésie du moment que c'est mal maîtrisé et que c'est formé à la va-vite. Mais est-ce que tu vas dire que la philosophie développée par saint Thomas d'Aquin mène à l'hérésie? Est-ce que tu aurais le courage conceptuel et intellectuel de démontrer que si on pratique la philosophie de saint Thomas d'Aquin, on tombe dans l'hérésie? Non, mais pourtant, oui, non, mais laisse-moi finir. Pourtant, personne, athée ou chrétien, ne renierait
l'intérêt intellectuel de la théologie de saint Thomas. Et je termine, saint Thomas, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est la jonction entre la Bible et Aristote Oui, au Moyen Âge. C'est ça. Et Aristote est un païen aux dernières nouvelles, Alex. oui, oui. Après, nous, les orthodoxes, on n'est pas trop Aristote, on n'est pas trop dans. Ça pourrait se nuancer, ça. Ça pourrait même beaucoup se nuancer. Et en tout cas, là d'ailleurs, ça fait le pont avec. Ça me rappelle ce que tu as dit pendant la conférence. Et c'est intéressant qu'il ait déjà fait les mêmes constats qu'Aristote sans l'avoir lu, quoi. Oui. Ça, c'est intéressant. Ouais, mais c'est fou. Mais Qui a fait les mêmes constats que. Augustin. Ah, Augustin? Ses propos sur le théâtre que je disais, enfin que j'évoquais en première partie, où déjà il avait vu, parce qu'on sait qu'il n'a pas lu la poétique parce qu'il n'y avait pas de traduction latine à cette époque-là, où en fait il aboutit au même constat, c'est-à-dire que le théâtre c'est une manière de transposer ses passions, de les purger, c'est la catharsis en fait. Il avait déjà vu ça. Dans quel passage où il parle de ça Je crois que c'est dans certains passages des Confessions où il évoque le théâtre, ou dans sa jeunesse il parle du fait que il allait au théâtre. Augustin, dans les années 370, à Carthage, il allait assister à des spectacles de théâtre. C'est intéressant ça. Ce que je trouve fascinant, c'est que l'Afrique du Nord de la jeunesse d'Augustin, c'était vraiment, il y avait tout, dans tous les sens. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est que déjà à cette époque-là, ça communiquait vachement entre les élites, on va dire, ouais, théologiennes. Ouais, il y avait déjà cette idée de pureté doctrinale et cette manière de comporter presque parfaite chez le donatisme. Mais en même temps, c'est vrai que l'Afrique du Nord, j'ai eu un peu les descriptions qu'il en faisait, cet Augustin, de comment ça se passait. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois très, très monothéistes, mais d'un côté, ils gardaient leur concept de finalisation du divin. Ils conservaient leur doctrine païenne passée avec une sorte c'était pas la Vierge Marie, mais c'était une sorte de divinité presque épouse de Yahvé, quoi, de Dieu. Oui, ils avaient à purifier les péchés. C'était assez chaotique. On sait qu'il y avait encore des. Il y avait encore des. Ils criaient le Christ, mais en même temps des divinités païennes. À cette époque-là, c'était binaire, quoi. Après, c'était pas les seuls. En fait, toute cette période-là, 4e, 5e siècle, c'est des transformations, très rapides. Et du coup, il y a plein de. Il y a des phases un peu intermédiaires comme celle-là où toutes les identités se mélangent. En Afrique du Nord, il y avait des manichéens, il y avait des donatistes qui étaient martyrs, il y avait des orthodoxes catholiques, il y avait encore des fêtes païennes. Et même si des chrétiens se disaient chrétiens, les fêtes païennes dans le monde romain sont des fêtes civiques, des fêtes de la cité, des fêtes des citoyens. Donc il y avait des chrétiens qui allaient assister à des fêtes païennes. Et Augustin, dans plein de sermons, se plaint de ça, parce que c'est dans les mœurs. Oui, tout à fait, oui. Pareil pour le théâtre, c'est dans les mœurs. Même si les gens se disent chrétiens qu'ils allaient à l'église, oui, mais à 18h, là, il y a une pièce, là, il y a Virgile représenté en 4 actes, moi j'y vais. Hein. Je prends ma place. D'où ce bouillonnement intellectuel et culturel fascinant, en fait. Alors, j'ai une question, bon, ça n'a rien à voir, mais je la pose quand même. Comment ça se fait que si l'Afrique du Nord était si rayonnante à cette époque-là, comment ça se fait que quand on arrivait, les colons, voilà, c'était de la merde, quoi. Je veux dire, c'était des marécages, c'était là. Non, il y a encore plein de vestiges romains qui étaient en place. Il y a plein d'églises de l'Antiquité. Il en restait encore. Hein, dans l'Est, Tunisie, Est de l'Algérie, il en restait. C'était pas les marécages non plus. C'était un mode de vie tribal. Et en fait, à part les grandes villes de la côte où il y avait un système urbain et une administration, le reste, oui, ce sont des modes tribales. Mais déjà à l'époque d'Augustin, hein, il y a un mouvement. Ouais. En fait, déjà à l'époque d'Augustin, en fait, il y avait, c'est encore plus, ça a toujours été une zone de conflit identitaire. Parce qu'à l'époque d'Augustin, il y a aussi des révoltes quasiment indépendantistes berbères qui se passent à la même époque, où en fait, il y a toujours eu des tribus locales, on va appeler berbères ou puniques, appelons-les comme on veut, mais leur langue est issue du punique. Hein. Le berbère est une langue punique, donc phénicienne, l'alphabet aussi. Eh bien, il y avait des révoltes. Il y avait la révolte d'un certain Gidéon dans les années 390, et en fait, ce sont des
les zones les moins romanisées de l'Afrique du Nord qui menaient des embuscades sur les routes et qui, quand le pouvoir romain voulait, soit par exemple construire des routes pour relier des villes entre elles ou les taxer, il y avait des révoltes paysannes dans les montagnes de Kabylie. Donc c'est vraiment un panel et toutes ces identités se mêlaient parce que ces paysans de l'arrière-fond nord-africain assez peu romanisés, beaucoup moins qu'Augustin, certains sont devenus des circoncilions. Les circoncilions, qu'est-ce que c'est? Ce sont le bras armé du donatisme. Le donatisme, c'est un schisme catholique à l'intérieur de l'Église d'Afrique, et les circoncilions, on ne sait pas si ils étaient vraiment manipulés par les donatistes, mais on sait que c'est un mouvement paysan, très rural, et même le mot lui-même fait débat parce que ça pourrait dire grange dans le patois local mélangé au latin. Et en fait, c'est littéralement ça, des paysans vaguement romanisés, vaguement christianisés, au service, ou du moins qui combattent pour une hérésie, enfin pour un schisme au sein de l'Église chrétienne. On arrivait à ce genre d'identité très étrange, tu vois. Ouais, mais ce mélange d'identité. Ce que je voulais dire, en fait, c'est comment on passe. Je vais remettre les pieds dans le plat, mais comment on passe d'évêque d'Hippone, Saint-Augustin, tout ça, à c'est pas les tribus, tout ça. Est-ce que ce serait pas à cause d'une certaine religion de paix et d'amour? Alors, on pourra en parler. Je pense qu'on pourrait couper le bot, mais là, je sais pas si on le coupe, mais si on continue là-dessus, chers amis. Mais en fait, oui et non, parce que les grandes villes, les grandes villes en fait de l'Afrique du Nord romaine il n'en reste que des ruines. Heureusement, elles sont à peu près bien préservées pour les plus grandes. Mais c'est vrai que les arabo-musulmans, ou du moins les berbères islamisés, vont délaisser ces villes romaines pour d'autres. Tunis, c'est une fondation musulmane. Je cherche d'autres exemples, mais je vais en trouver. Il y a des villes romaines qui sont restées, elles ont juste changé de nom. Mais oui, ça s'est déplacé. Après, oui, c'est sûr que ça a tout changé, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Par contre, ce côté un peu tribal, cet arrière-pays un peu développé, il a toujours été là dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Des montagnes reculées de notre région adorée. La Kabylie, il y a toujours eu des révoltes paysannes reculées à toutes les époques. Et peu importe les religions en place. Et ces révoltes berbères de l'époque d'Augustin, c'est ça, c'est des révoltes un peu de la paysannerie profonde qui ne veut pas, être contrôlée par l'État romain. Ouais, se faire latiniser, ouais. Voilà. Et en fait, Augustin, je l'ai dit en début de conférence, ça sert à rien parce que certains indépendantistes berbères ont vu en voir une grande figure. Oui, c'est une grande figure, mais il s'est jamais pensé autrement que romain. Culturellement, il est romain. Il y a un arrière-fond ethnique berbère par sa mère, et peut-être son père aussi, mais culturellement, son univers, il est romain, il est gréco-romain, il est païen. Il n'est pas berbère païen, on va dire. Parce qu'à la même époque, encore un autre truc, il y avait encore des cultes issus des divinités phéniciennes qui existaient. Il y avait des sacrifices à Tanit, qui est l'équivalent de la déesse Asherah pour les anciens Hébreux, donc une déesse de la fertilité à laquelle on devait faire des sacrifices. Et pareil, il y avait le nom j'ai plus le nom, mais il y avait un Baal phénicien. Je crois que je sais plus si c'est Baal ou s'il a un autre nom, mais il y avait l'équivalent d'un dieu Baal chez les Phéniciens. Et il y avait encore des cultes à ce dieu-là à l'époque d'Augustin, en plus du panthéon gréco-romain, où il y avait encore des sacrifices et des cultes en Afrique du Nord. Il y avait tout ça. Mais oui, là où je pourrais aller dans ton sens, c'est que toute cette diversité intellectuelle au sein du christianisme, en dehors du christianisme, au sein du monde païen, les manichéens, etc., tout ça va disparaître avec l'islam. Là-dessus, on est sûr à 2000%. Là, il y aura plus de... Pas quasiment, parce qu'il y aura encore des berbères chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Mais une grande partie de cette diversité va disparaître. Plus rien ne va rester de tout ça. Mais vraiment plus rien. Ça, c'est un fait total. Ok, ouais. Voilà. J'ai tout donné là ce soir. La batterie, elle tient le coup là? Ouais, elle s'est rechargée en fait pendant que j'ai fait la conférence. Donc, parfait. Est-ce qu'on coupe le bot, chers amis? Vous avez d'autres questions? Parce que là, ça va être conférence longue sinon. D'autres questions, d'autres remarques? Si vous en avez, allez-y. Parce que. Pas bloqué, c'est l'ultime chance. On peut couper. Autant qu'on rentre dans le fond. Pas mieux. Alex, une pique. Zach, Béchamel. Relançons un débat théologique. On va te donner avant la fin là. Cette conférence est particulièrement soignée. J'ai quelque chose à redire, mais en vrai, ça va.
Franchement, bravo Hérode, t'as fait le tour du sujet. Ouais, il y a certaines autres nombres à éclaircir, mais Ah, mais après, nous aurons j'ai prévenu, l'occasion d'en c'était. parler plus tard. Oui, voilà. Oui, voilà. Et C'était une jeunesse, bon, la jeunesse d'Augustin. C'était pas tout Augustin. C'est pas possible en une soirée. oui, bien sûr, oui, je comprends. Et puis, faut me laisser une part du travail, Hérode. Exactement. Moi, je te laisse. Moi, tu vois, J'ai- moi, je réhabilite l'Augustin manichéen. Toi, tu réhabilites l'Augustin catholique. C'est en préparation, ouais. Là, je vais faire une Et conférence tu. sur ceux qui sont pas au courant sur de la Trinité, un livre que j'ai reçu de Saint-Augustin, enfin, de la part de mon parrain pour mon anniversaire. Faut que je le termine et que je fasse une synthèse là-dessus. Ah, Et Ça je ferai fait une plaisir. conférence prochainement dessus, ouais. Je suis ravi. Et je suis toujours à ton service si tu as besoin d'aide pour la peaufiner, Oui, pour la oui, je te tiendrai préparer ou au de courant, conseils. Hérode, avec À grand ton plaisir. service. Si Ah bah, jamais ça me fait plaisir. voilà. Ouais, Ça jamais me fait fait de énormément conférence, je suis plaisir. à besoin d'en faire une. Oui, voilà, moi aussi. Ah, je suis ultra content, Béchamel. Tu me Oui, fais je sais. sourire. Mais au moins, ça me fait plaisir parce que moi, je réhabilite l'Augustin manichéen, toi, l'Augustin catholique, et à la fin, Alex, il est en PLS. Dans les deux cas. Ouais, Alex, c'est un orthodoxe, c'est vrai que dans tous les cas, Saint-Augustin, c'est son némésis sur certains points. Surtout sur la Trinité, justement. J'espère qu'il réagira à de nombreuses Je pense. reprises. Je pense que oui. Allez, Ça risque je vais d'être un couper. peu salé. Mais allez, au revoir les Je, golems de YouTube. alors, je coupe Coupe le la bot. con. Et allez, si je donne une dernière information en lien avec Alex, à la décharge des orthodoxes, Augustin n'a été traduit en grec qu'au XIIIe siècle. Donc ça explique beaucoup de choses. Allez, je coupe le bot. Au revoir à la communauté YouTube et merci à vous.